vie est un phénomène dynamique. Et pour faire un peu de son ami, je pense qu'on va intervenir tout de suite si on a envie d'intervenir la discussion, ou si on veut éventuellement avoir tous les aspects dont je viens d'exposer, les thématiques, c'est d'avoir une discussion ouverte avec les membres du public, et surtout les intervenants qui sont venus, qui ont accepté de nous rejoindre, qui sont les chefs du service de l'enseignement obligatoire, que je tiens à saluer ici ce matin, M. Philippe Lonfa du Valais, M. Stern de Fribourg et M. Marquet du canton de Châtel, et la présence au sein de la secrétaire générale de la CIP, Mme Marot, qui sont finalement aussi les autorités scolaires et des départements d'instruction publique de notre belle cursus romande et de notre TED5. Voilà, merci beaucoup. Juste une petite parenthèse, on a Olivier Colliard, notre photographe d'aujourd'hui, qui va naviguer dans la salle, prendre des photos. Donc si ça dérange, vous pouvez venir me voir à la fin pour dire de ne pas se voir dans les photos. Voilà. Merci. Merci. Alors, il y avait 30 minutes allouées à chaque présentation, mais la première chose que M. Cruchot m'a dit quand je l'ai eu au téléphone, ça me paraît un peu long. On a peut-être un peu court. Et puis, c'est pas du long pour nous. M. Nobel m'a dit clairement qu'il pensait qu'il fallait vraiment pas exagérer. Donc, finalement, on a maintenant le temps, on a décidé de s'arrêter vers 13h15. Je pense qu'on a ce débat ouvert et puis prenons-en le meilleur. La température dans la salle va monter, pas seulement au vu de la température extérieure, mais aussi à la qualité des débats qu'on va avoir. Donc je pense qu'il est temps qu'on y aille. Super, merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup à la FAPER pour l'invitation. Je suis ravie de voir un parterre aussi fourni de professionnels et de partenaires avec lesquels on travaille au quotidien. Donc je vous salue toutes et tous en vos petites effections, comme ça c'est rapide. Et puis, ravie aussi de voir quelques partenaires avec qui on travaille sur le dossier. Donc voilà, je vous salue également. Le PowerPoint sera évidemment à disposition, j'imagine, comme tout le reste, donc vraiment, vous y avez accès. Si vous avez des questions, évidemment, comme l'a dit M. Bouvier, vous nous interrompez à tout moment. Et puis, si vous avez des questions par après, n'hésitez pas à m'écrire un courriel, je me ferai une joie de vous répondre. Vous dire aussi que là, on est dans quelque chose d'assez express, mais si vous avez besoin de davantage d'informations, le site internet, on l'a mis à jour, il est très complet avec les recherches, les actualités, etc. Donc, c'est vrai que moi je suis chef de projet sur cette thématique. J'ai pris le poste de Basile Perret en 2020, qui œuvre particulièrement beaucoup sur cette question en Suisse romande. Et puis à la base, moi je suis enseignante. J'ai bossé une dizaine d'années au secondaire 1, comme prof de maths et sciences essentiellement. Et puis, voilà, j'avais mis le pied à l'étrier de la promotion de la santé dans mon établissement scolaire. J'ai coordonné la méthode de la préoccupation partagée aussi. Je suis beaucoup intervenue auprès des jeunes, des ados essentiellement. Et puis j'ai un autre poste à l'unité de promotion de la santé et de prévention du milieu scolaire. C'est un travail plutôt de transversalité en termes de prévention. Ça va de la prévention routière aux questions de dépendance en passant par les questions de genre. Je ratisse large sur la thématique. Et je m'occupe essentiellement je vais déplacer ça. Je m'occupe essentiellement de la thématique sur la scolarité obligatoire et l'enseignement spécialisé. Et puis j'ai une collègue qui s'occupe tout spécialement du poste obligatoire. Et puis aussi quelque chose, un poste qui est important au niveau parents, c'est le poste de Sophie Schubert. Elle est responsable de la médiation scolaire au niveau cantonal chez nous, mais elle s'occupe aussi des situations particulières. Donc c'est un relais vraiment privilégié entre les parents, l'école et le département avant d'aller dans les hautes strates des bons offices et plus haut au niveau du secrétariat général. En termes d'objectifs, donc ce qui m'a quand même été demandé, c'est vraiment de parler de ce dispositif vaudois. Donc il sera comme ça en transversalité sur toute la présentation. Le dispositif vaudois de prévention et de prise en charge de ces phénomènes. Mais on viendra quand même repréciser qu'est-ce qu'on entend par ces phénomènes de harcèlement, intimidation entre élèves. C'est un long mot, il ne rentre pas sur un plateau de crêpes. Mais je vous expliquerai pourquoi on a fait ce choix-là en termes de vocabulaire. Les risques et les enjeux, même si on sait, c'est la panacée de dire que c'est un problème de société évident et un gros problème d'enjeu en termes de santé des jeunes et des enfants. Puis je terminerai vraiment brièvement par cette méthode de la préoccupation partagée, qui est une méthode qui est utilisée dans tous les cantons romans. Et puis je vous parlerai aussi de ce qu'on a déployé depuis 5 ans pour travailler en synergie entre les cantons romans. Ça c'est pour le menu du matin. Peut-être un point de situation sur cette unité de promotion de la santé
et la prévention en milieu scolaire qui se situe dans une zone un peu comme ça floue, quand même, il faut le dire, entre deux départements. Donc on dépend de 2 directions générales, 2 départements, à la fois du département de la santé et de l'action sociale, actuellement géré par Rebecca Ruiz, et puis pour le moment appelé DFJC, celui de César Marel. C'est une situation où 21 000 est probablement amené à changer. Mais comme ça, vous savez un petit peu les ancrages. Un point essentiel pour situer le dispositif, c'est sur quelle base on part au niveau des écoles vaudoises. Dans chaque école, on a ses professionnels. Et ça, c'est chaque professionnel qui se trouve dans les écoles obligatoires et post-obligatoires. Alors, c'est assez limpide. Délégués PSPS, c'est vraiment des personnes qui sont en charge de mener des projets de PSPS dans les écoles. Et on y reviendra après. Et puis, viennent graviter autour en fonction des degrés scolaires. On a eu le déploiement des éducateurs et éducatrices en milieu scolaire, en lien avec le concept 360 aussi. Et puis on a des psychologues scolaires qui se déploient également petit à petit au niveau du poste obligatoire. Et les anciens et anciennes aumôniers, aumônières qui ont changé de titre, mais c'est toujours les mêmes personnes, voilà, au niveau du poste obligatoire. Et ça, c'est des relais hyper importants, et je pense qu'en termes de dispositifs, c'est important de savoir sur quoi on peut vraiment se baser dans les écoles pour monter ce dispositif. Parce que toutes ces personnes sont déjà outillées pour faire face à énormément de situations dans les écoles, puis on va venir greffer le dispositif là-dessus, sur cet existant-là. Historiquement, au niveau du canton de Vaud, mais pas que, hein, parce que les enquêtes ont été menées, c'était des enquêtes vaudoises, mais aussi neuchâteloises, zurichoises, donc c'est des enquêtes quand même assez locales. Nous, on a la chance de pouvoir se reposer sur ces enquêtes-là. Il y en a des nouvelles qui vont sortir aussi prochainement, hein. Et sur la base de ces enquêtes, depuis 2015, on déploie un plan d'action au niveau déjà de la scolarité obligatoire, puis la fameuse plateforme Romande MPP, dans laquelle sont tous les cantons romans, pas encore intégré le Tessin, mais on y pense. Et puis, on est en train de travailler sur un site pour visibiliser ce qu'on fait. Là, je salue Mireille Fournier qui fait partie de la plateforme et qui représente avec son collègue le canton du Valais. Et puis 2018, on déploie au niveau du poste obligatoire. Ça a aussi été le début du déploiement au niveau de l'enseignement spécialisé, où on a eu des pilotes pour pouvoir voir comment on adapte au niveau de l'enseignement spécialisé et en fonction des besoins des élèves. Et puis l'année passée, on a fait un point de situation presse. Vous verrez le communiqué de presse sur la page d'après, mais ça c'est plutôt pour vous inviter à aller regarder si ça vous intéresse. On va le passer en vue ensemble. Mais ce qu'on constate quand même, c'est qu'après 6 ans de déploiement, les cultures scolaires évoluent. Pas que grâce à ce dispositif-là, mais en lien avec énormément de choses qui sont faites. Les établissements qui se saisissent de toutes ces questions, qui se les approprient et qui voient comment articuler ça par rapport à la base qui était déjà. Et puis, évidemment, c'est toujours cette idée d'articuler les thématiques, c'est qu'on ne travaille pas en silo, on vient voir comment est-ce qu'on arrive à avoir des synergies entre toutes les thématiques qui se retrouvent dans les écoles, à commencer par le climat scolaire, la prévention des violences, etc. Donc le fameux communiqué de presse, vous le trouvez en ligne, il fait une page A4, il est concis, puis si vous avez plus de temps, vous allez regarder la conférence de presse. Alors, ces fameux phénomènes, on va d'abord rentrer par l'entonnoir des violences, c'est-à-dire qu'en milieu scolaire ou même dans la vie, on a des violences qui peuvent être de différents ordres. Alors là, le but, c'est pas de faire un cours là-dessus, mais sur les phénomènes de harcèlement-intimidation, on va mettre le focus là-dessus, donc ça veut dire que c'est ces violences-là. Si on est sur des violences sexuelles, ça tombe sur harcèlement sexuel. Donc en termes de prise en charge, on ne va pas être sur les mêmes modèles. Donc on a vraiment besoin de se dire de quoi on parle. Et puis en contexte scolaire, elles peuvent s'opérer à différents niveaux. Et de nouveau, pourquoi est-ce qu'on appelle ça harcèlement-intimidation entre élèves? C'est que la méthode de la préoccupation partagée permet de prendre en charge ces phénomènes-là et pas d'autres. Donc si on a des violences de la part, par exemple, des adultes, on ne va pas mettre en place la méthode de la préoccupation partagée. Maintenant qu'on sait de quoi on parle au niveau violence, le but c'est pas d'apprendre la définition, le but c'est de savoir quelles sont les caractéristiques de ces phénomènes. C'est quoi qu'il faut chercher dans ces phénomènes pour que ça tombe là-dedans. Donc on va être sur des actions répétées, inscrites dans la durée quand même, c'est pas... Et puis surtout le phénomène de groupe. Puis souvent on me dit oui mais bon, est-ce que c'est forcément 10 personnes contre une? Non. Ça peut très bien être une personne contre une autre, mais il y a l'effet public autour, il y a les autres qui ricanent, qui encouragent, qui regardent ailleurs, qui sont gênés, qui s'en vont. Puis c'est cet effet public qui crée la symétrie, qui fait que l'élève se retrouve à s'en prendre plein la figure par plein d'élèves différentes, et à plein de moments différents. Voilà. Et vraiment, cette asymétrie fait que l'élève se retrouve dans une incapacité à se défendre.
Et c'est pas parce que l'élève est faible, c'est juste qu'en fait, ça provient de toutes parts tout le temps. Il y a des jeunes qui nous disaient, vous savez, moi quand j'arrive dans la cour d'école, c'est pas juste 2-3, c'est toute la cour qui me fait un regard, une injure, une moquerie, un petit coup, une bousculade, un croche-pied. Je disais, mais moi si c'est que 3, j'arrive à faire quelque chose. Quand c'est toute la cour, vous voulez que je fasse quoi? Et puis vraiment, la pression à la conformité, la pression de se conformer, de faire partie du groupe. Et puis on y reviendra, mais il y a beaucoup de jeunes qui disent, mais moi en fait je me rendais pas compte de ce qu'on faisait. C'est juste que si je rigole pas, ça va se retourner contre moi. Si je dis quelque chose, ça va être pour ma pomme après. Donc vraiment ce rôle, hein, cette omerta aussi, cette position aussi piégeuse des témoins qui se disent, bah voilà, moi si je bouge, ça va se retourner contre moi, donc là, c'est pas très cool de dire ça, mais c'est les élèves qui le disent. Je suis assez bien dans ma position. Et je me souviens dernièrement, Caméléon était là, et il y a une jeune qui a dit, bah moi j'ai pas envie de me mouiller en fait. Par rapport au vocabulaire, hein, le terme de harcèlement scolaire est énormément utilisé, puis on me dit souvent, mais pourquoi harcèlement scolaire, vous n'aimez pas? Parce que c'est un terme qui manque de précision, comme je vous disais avant, ça voudrait dire que voilà, c'est l'entier du système. Alors ça ne veut pas dire qu'on invisibilise toutes les autres violences, hein, mais c'est qu'en termes de prise en charge, si c'est des violences de la part des profs, on ne va pas mettre en place la même chose que si c'est au niveau élève. Donc vraiment, ce terme, pour nous, il manque de clarté et de précision, et donc on parle plutôt de harcèlement, intimidation entre élèves. Il y a des cantons, par exemple, sur Fribourg, ont pris le parti de parler plus d'intimidation, nous on aimerait aussi les suivre. Politiquement, c'est encore important de garder tout ça. Puis aussi, harcèlement, c'est souvent confondu avec harcèlement sexuel. Quand on lance une discussion avec des jeunes, une fois sur deux, ils partent sur le harcèlement sexuel, puis après, on va revenir sur l'intimidation, vraiment. À distinguer vraiment d'un conflit, souvent on dit oui, mais bon, enfin, c'est des chamailleries, c'est des conflits. Non, dans un conflit, il y a un relatif équilibre, même si ça monte en symétrie, à tout moment, l'élève peut dire écoute, c'est bon, on a fait le tour de la question. C'est comme nous, on traite. Puis dans l'intimidation, c'est pas l'élève qui décide que ça s'arrête, c'est les autres. Et c'est sur les autres qu'on va faire le levier. Donc on évitera ce qu'on appelle communément une confrontation, c'est de dire ok, alors toi tu t'en prends pas la figure, mais là, tu t'embêtais pas, puis ben vous, là, ici, et puis ce qu'on appelle communément une médiation scolaire. Hein. Donc dans ces phénomènes d'intimidation, nous on recommande de vraiment pas le faire parce qu'on reproduit la symétrie en présence de l'adulte. Donc quand on est sur une situation à chaud, sur le moment, c'est en tout cas pas la prise en charge la plus adéquate. Et ça vient surtout des élèves qui nous disent mais moi c'est hors de question, hein, si on me propose une médiation, moi je vais pas. Hein. Et puis, c'est vrai que la méthode de la préoccupation partagée vient d'Anatole Ducasse, mais on l'adapte réellement. Alors, en tout cas, au niveau vaudois, on a fait beaucoup d'adaptations, mais au niveau des cantons romans, on vise vraiment des lignes communes, des synergies communes, et puis on parle de méthode de la préoccupation partagée, MP. Ça, vous savez, si jamais vous saviez ce que c'était la méthode Ducasse, c'est la même, mais adaptée au contexte. Alors, quelle forme ça prend? Ça, c'est des nuages de mots que je fais en conférence plénière avec des professionnels des écoles. Et puis, je leur demande, c'est quoi l'intimidation dans votre école? Ça prend quelle forme? Et puis, systématiquement, dans toutes les écoles, tout urbain, campagne, degré, peu importe, c'est chaque fois les violences verbales au centre. Parce que c'est celles qui sont partout, qui sont peut-être le plus banalisées aussi, hélas. Et gravitent autour les violences physiques. Mais moi, ce que j'aimerais mettre en évidence, c'est ces petites choses, en guillemets. Hein. Il y a des fois des professionnels même qui me disent c'est des regards, c'est bon. Pas grave. Bah oui, mais quand ça fait des regards ou des soupirs qui sont faits de manière répétée, produits d'un phénomène de groupe, c'est juste terrible. Et puis, ce qui est important, c'est pas ce que nous, on pense en tant qu'adultes, de ce qu'on vient de nous raconter. C'est la souffrance là-dessus. Donc, regard, rejet, soupir, moquerie, injure, bousculade, coup, etc. Et puis, ce qu'on constate quand même avec l'intimidation, c'est que plus tôt c'est pris en charge, moins ça risque d'aller loin sur la ligne. Et puis, par rapport aux aspects cyber, qui sont quand même de plus en plus présents et de plus en plus tôt aussi, c'est les mêmes phénomènes, mais en pire, puisqu'ils n'ont plus aucune limite. Peut-être une chose que nous, on répète et on répète encore avec notamment les collègues de la police, mais sur ces phénomènes, il y a quand même un léger avantage, c'est qu'on peut faire des captures d'écran, on peut prendre les noms d'utilisateurs, d'utilisatrices, et puis on peut dénoncer ça. Il y a beaucoup de jeunes qui disent, mais vous savez, moi que je me fais injurier, j'aimerais bien qu'il y ait des preuves. Mais il n'y en a pas. Alors que sur les réseaux sociaux, c'est le même code pénal.
Et puis, peut-être un élément aussi sur lequel j'aimerais revenir, parce que souvent on entend, oui, mais bon, si c'est sur les réseaux sociaux, c'est pas de la responsabilité de l'école, etc. Et puis, ça vient des parents de l'école. Hein. Les enquêtes, elles montrent quand même que la plupart des situations d'intimidation en ligne sont réalisées par des personnes du quotidien. Donc souvent, par exemple, le coup typique, c'est la mise à l'écart d'un groupe WhatsApp. C'est par le groupe WhatsApp de classe, donc il ne faut pas me faire croire que l'élève est intégré dans sa classe par les mêmes élèves qui l'ont mis en ligne. Puis l'autre élément, c'est qu'on a tendance à penser que tout le monde est intimidé en ligne. C'est l'inverse. Si on est à peu près sur 10% d'intimidation en présentiel, on est plutôt autour de 3-4% sur la cyberintimidation. Et puis, comment ça se repère? Donc ça, c'est les indicateurs pour toute situation de souffrance ou de vulnérabilité. Donc vous allez me dire, ça ne va pas nous aider beaucoup, mais les enquêtes, elles montrent très clairement des hauts facteurs de corrélation sur l'absentéisme, très clairement. C'est corrélé entre l'absentéisme et l'intimidation. Les retards aussi, nombre de fois où des parents disent « mais je ne comprends pas, je dépose mon enfant à l'heure à l'école, mais on avance, pourquoi elle est toujours en retard ?» C'est vrai, quand on demande aux jeunes, les jeunes nous disent « mais moi en fait, je me plonge dans un coin, dès que ça a sonné la deuxième, paf, je traverse la cour, je monte. Je préfère me faire coller que d'être en même temps que les autres dans la cour ou dans les couloirs. » Puis après, évidemment, décrochage scolaire, chute des notes, et puis tous ces indicateurs sur le corps, j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête, j'ai besoin de vomir, je ne peux pas aller à l'école. Et après, de se dire, mais tiens, mon jeune a l'air plus triste, a changé de groupe de copines, avant elle faisait toujours le trajet avec les mêmes, maintenant elle ne veut plus, avant elle prenait le bus, maintenant non. Enfin, vous voyez un petit peu ces éléments, c'est de croiser un petit peu les indices. Puis alors souvent on me dit, mais ça concerne qui ces phénomènes? Donc ce fameux 10%, ça c'était une enquête sur des jeunes de 11e année qui avait été réalisée. C'est un taux qui ne baisse hélas pas. Puis après on me dit, mais ça concerne qui? Il n'y a pas, ça tombe sur n'importe qui. Il n'y a pas vraiment de profil type, d'élèves cibles ou auteurs, autrices d'intimidation. Là on est tombé sur le jour des bons pompiers, nickel. Ils vont mettre Paris au ballon. Mais c'est bien, c'est chantant, ça me met un rythme. Ça, c'est du harcèlement. C'est ça. Il n'y a pas de profil type d'élève, mais il y a des facteurs de risque. C'est-à-dire que, je ne vais pas vous faire la liste ici, mais les facteurs de risque, il faut vraiment les mettre en relation avec les facteurs de protection. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple très concret. On a une enquête qui est sortie mardi par Unisanté qui montre clairement que la santé des jeunes LGBT, c'est juste la cata. Et puis typiquement, les jeunes LGBT ont des facteurs de risque bien plus élevés et puis ont des facteurs de protection moins souvent, moins clairement au rendez-vous, que ce soit la famille, l'école, les amis. Et donc c'est pour ça aussi qu'on a des taux de tentatives de suicide plus élevés. Exemple concret. Mais il n'y a pas de profil type d'élève, c'est pas parce qu'une élève est comme ça que forcément ça veut dire qu'on va subir l'intimidation. Mais en termes de prévention, typiquement, c'est des éléments qu'il faut avoir en tête. C'est-à-dire que si on veut pouvoir outiller les jeunes et les enfants avec certaines choses, il faut avoir identifié ces facteurs de risque. Alors, dispositif vaudois, l'avantage qu'on a, c'est que depuis 2018, c'est vraiment entré comme une politique publique. Les établissements se mettent en mouvement, on outille les professionnels, on travaille avec les élèves, et puis évidemment, les parents doivent être nécessairement pris en habit. Et puis, de travailler avec la communauté éducative, parce que l'école, c'est bien sympa, mais l'élève qui se fait embêter, ça ne va pas s'arrêter entre midi et 2 à la cafette de la fameuse école avec les mêmes camarades qui l'ont embêté toute la journée. Donc nous, on essaie vraiment de se dire comment est-ce qu'on arrive à travailler, à avoir des synergies. Et typiquement, je parlais de mon collègue Basile Perret, mais je crois qu'il n'était pas tout à fait hier en Valais avec les collègues. C'est pas parce que je m'appelle Lugon que je parle que du Valais, hein. Je vous rassure, je vais faire de la pub. Mais vraiment, ce parascolaire, il est vraiment nécessaire. On essaie aussi de trouver des synergies pour travailler avec les communes. Et puis évidemment, quand on travaille avec les APE, on voit quand même qu'en termes de levier, ça marche quand même très bien. Donc plus on a les mêmes discours entre les différents partenaires qui gravitent autour des enfants, ça fait qu'on aura ce facteur de cohésion très présent. Alors le dispositif, c'est bref, je fais un résumé, mais il comprend vraiment toujours, on commence par la direction de l'équipe santé, la fameuse que je vous ai montré au début. C'est vraiment cette idée d'avoir l'ensemble de l'établissement avec nous. On fait une conférence pour tout le monde, comme ça tout le monde développe un langage commun. Et puis après, avec une équipe de personnes intéressées, formation à la MPP, et puis on construit l'équipe. Donc on construit l'équipe de plein de manières.
on a des professionnels formés, on les rencontre, on les suit, on monitore. Le but, c'est vraiment de pouvoir avoir des équipes opérationnelles et puis en fonction de leurs besoins, de pouvoir leur apporter des solutions en fonction des besoins. Puis j'aimerais revenir là-dessus parce que je trouve que autant d'un point de vue politique, professionnel des écoles et parents, c'est vraiment la clé. Alors nous, on appelle ça projet PSPS, mais c'est de travailler sur le climat scolaire, le bien vivre ensemble, mais aussi frontalement sur la prévention des violences. Et puis ça, il y a quand même quelques pistes. C'est-à-dire que outiller les jeunes, mais dès le plus jeune âge, avec ces compétences psychosociales, socio-émotionnelles, on les appelle comme on veut, mais ça va être vraiment de pouvoir permettre aux enfants, par exemple, d'identifier les émotions, d'apprendre à les gérer, et puis après, petit à petit, de travailler sur l'estime de soi, l'esprit critique. Pas parce que ton camarade te dit saute qu'il faut sauter. Est-ce que vraiment j'ai envie de suivre le groupe quand tout le monde est en train de se moquer de ma camarade? Et puis vraiment cette empathie comme ça sous-jacente, et on verra qu'avec la méthode de la préoccupation partagée, on a vraiment cette empathie en lame de fond. J'essaie de rester sérieuse quand même. C'est pas facile. On est accueillis pour les 50 ans. Après, en termes de prévention des violences, par rapport au phénomène violence, harcèlement, intimidation entre élèves, on peut venir dès le plus jeune âge discuter de ces questions avec les enfants. Puis nous, on a identifié une série de livres, mais vraiment il y a même un livre où il n'y a pas de texte. Pour des petits âges jusqu'à des âges un peu plus élevés, une bibliographie où c'est des livres en fait où c'est pas écrit en gros harcèlement scolaire sur la première page, vous voyez. Parce que le truc c'est que le vocabulaire harcèlement, il vient du monde adulte, c'est pas des enfants qui sont bien tiens, vous êtes harcelés. C'est vraiment, ça vient du monde adulte. Et puis on a choisi des livres, après on peut travailler sur tout ça. Il y a plein de manières, il y a des livres, il y a des petites méthodes. On les utilise à l'école, mais elles peuvent tout à fait être prises par les parents à la maison. Et puis, toujours dire aux jeunes, mais si tu es la cible de violence, qu'est-ce que tu peux faire sur le moment? Si tu arrives, parce que c'est aussi OK, quand c'est tout un groupe qui se moque de nous, c'est compliqué de dire non, mais là je suis pas d'accord. Il faut être bien dans ses baskets pour le faire. Même si on est bien dans ses baskets, c'est pas toujours évident. Donc, comment est-ce que tu peux le faire sur le moment si tu arrives? Puis si tu n'arrives pas, qu'est-ce que tu peux faire par après? Et en général, c'est d'aller en parler à une adulte de confiance, soit à l'école, soit peu importe où. Et puis évidemment en tant que témoin, sur le moment de nouveau si tu arrives à montrer que tu n'es pas d'accord, comment est-ce que tu peux faire? Puis en fait c'est ok aussi en tant que témoin de ne pas réussir à dire. Et donc qu'est-ce qu'on peut faire par après? Ça va être par exemple d'aller dire écoute ce que tu as vécu, moi j'étais pas d'accord avec ça, j'ai pas réussi à dire, mais est-ce que tu aurais besoin d'aller parler à la médiatrice, au médiateur, à l'infirmière, à l'infirmière scolaire, peu importe, ou à ta prof, moi je t'accompagne volontiers. Où est-ce que tu as besoin de moi pour parler à tes parents, que sais-je, Et ça, c'est des petits conseils qu'on peut donner aux enfants et aux élèves en fonction de notre posture. Très brièvement, les risques et les enjeux, ce qu'on voit et ce que les élèves disent, c'est qu'il faut que les adultes interviennent. Systématiquement, quand on discute avec des jeunes, c'est « Ah ouais, mais de toute façon, on sait très bien avec qui on peut puis avec qui on ne peut pas. » Et puis quand je dis « Mais vous auriez besoin de quoi ?» Qu'il y ait une même ligne commune en fait. Parce qu'évidemment, quand il y a certains cours où on peut dire n'importe quoi versus certains cours où c'est au carré, après ils apprennent que dans certains cours, c'est aussi ces cours-là où il va y avoir plus de taux d'absentéisme parce que les jeunes ne veulent pas fréquenter ces classes-là. Donc vraiment l'intervention des adultes, et c'est pas bien sorcier, il n'y a pas besoin de chaque fois sanctionner à tout va, faire une morale d'1h30, c'est juste de dire ça me convient pas, ce que je viens d'entendre, je suis pas ok. Et il y a beaucoup de jeunes et de parents qui disent quand même qu'il y a une forte banalisation des injures. Et pas plus tard que l'autre jour, j'étais avec des adultes qui s'appelaient par des injures. Puis je leur ai vraiment dit, mais en fait, comment vous voulez qu'on attende de nos élèves qu'ils ne le fassent pas si vous-même, vous n'êtes pas capable de ne pas le faire? C'était des collègues profs. Oui, mais dans le privé, Mais voyez. Et puis moi on en a beaucoup parlé, peut-être juste en termes de décrochage et de parcours scolaire. Il y a beaucoup de jeunes qui réorientent leur parcours scolaire, soit consciemment, soit pas consciemment, en fonction de ce qui est vécu. Il y a des jeunes qui me disaient, mais moi je voulais faire un RAC, mais rester une année plus dans cette école, pas possible, donc je pars en apprentissage. Vous me direz, il y a des passerelles, mais c'est pas la question. Des élèves qui se torpillent à la fin de la 8e année,
pour ne pas aller en VP avec les camarades et pas se faire intimider, certaines qui vont choisir latin pour ne pas se retrouver en écho avec je ne sais qui. Donc vraiment les jeunes nous disent, bah oui, mais c'est par après qu'ils se rendent compte de ces choix-là, qui n'étaient pas vraiment des choix finalement. On a même la parade maintenant. C'est la fête des pompiers, donc. Ah, ça va, voilà. C'est 50 ans. On ignorait, mais Un des gros enjeux qu'on a à l'heure actuelle, c'est vraiment le fait que les enquêtes, les jeunes, les parents, tout le monde sait que ces phénomènes sont partout. Et quand on demande aux écoles, mais vous avez combien de situations? Ah non, mais chez nous, il n'y a pas. Et pas seulement en Valais. Alors, là, je ne me permets pas, mais si c'est... Mais vraiment, quand on discute avec nos collègues, parce qu'on a cette plateforme romande NPT, on se voit 4-5 fois par année, on discute, il y a vraiment un souci en termes de repérage, mais pas que, hein, parce que ça serait pas cool de mettre ça sur les adultes. Hein. Mais les jeunes n'osent pas parler. Et je rejoins ce que vous disiez en intro, hein, l'omerta, c'est hallucinant le poids que ça a. Puis la question, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour briser cet omerta? C'est faire en sorte que ce qu'on met en place corresponde aux besoins des jeunes. Et ça, c'est vraiment la clé. Il y a des jeunes qui disent « mais moi, j'avais essayé de parler. Quand je vois ce que ça a donné, j'ai compris, je ne parle plus. » Et on reviendra là-dessus, mais vraiment, ces besoins des jeunes, de les prendre avec, de discuter, voilà, de quoi tu as besoin. Vraiment. Et puis de ne pas présumer, nous, en tant qu'adultes, avec nos bonnes idées d'adultes, ce qu'on devrait faire en tant que parents ou en tant que professionnels. Et puis vraiment, ces cultures scolaires, le fait qu'on ait une équipe, hein, c'est la MPP, on y reviendra, mais c'est pas la lubie comme ça, de se préoccuper pour le bien-être des... On est vraiment une équipe et tout le monde tire à la même corde. Évidemment, la collaboration avec les parents, elle est aussi centrale dans ces phénomènes. Et puis de nouveau, de voir comment est-ce qu'on arrive à prendre les jeunes. Le but, c'est pas de faire reposer la résolution entière sur les enfants, hein. C'est pas le but. Mais c'est vraiment l'idée de quel pouvoir d'action en fait on a en tant que, par exemple, en tant que témoin. Et cette cohésion des adultes, on sait que c'est un des plus grands facteurs de prévention sur ces questions de violence, notamment, mais pas que. Jusque-là. Question, Romain? Très volontiers, comme ça, moi je me dirai. Vous avez dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas forcément de profil de victime, mais est-ce qu'il y a des profils d'harceleurs? Ni l'un ni l'autre. Voilà. Mais il y a des facteurs de risque. Et après, ça, on va les discuter un petit peu, mais ça, c'est les enquêtes qui le montrent. Ouais. Au niveau auteur-autrice, il y a des gros facteurs de risque. Vous les voulez? C'est l'accès à du contenu violent, typiquement sur les médias, les films et tout ça, la violence intrafamiliale et la participation à des groupes de camarades violents. C'est les trois professionnels que vous formez à la méthode, c'est automatiquement des enseignants ou ça peut être aussi évidemment tous les autres intervenants en milieu scolaire? Oui. C'est sur une base de volontariat? Oui. Il y a certains établissements qui imposent, ouais. mais nous on aime bien quand même le volontariat. Mais pour que ça fonctionne, Mais pour que ça fonctionne, vous devez avoir combien d'intervenants par établissement? Ça dépend vraiment de l'engagement des personnes. Une équipe peut très bien fonctionner à 5 personnes comme à 20. Ça va dépendre de la disponibilité, de l'engagement. Si toutefois il n'y a aucune volonté dans un établissement, par exemple, comment est-ce que vous faites? Si vous n'avez pas du tout d'intervenants qui souhaitent se former et qui du coup fait comme si ça n'existait pas. Le but, c'est toujours de montrer quelle est la plus-value. Et puis nous, on compte beaucoup sur les traînées de poussière. Hein. Typiquement, au niveau du canton de Vaud, il y a tous les établissements qui sont rentrés dans le processus. Au niveau de l'obligatoire. Le post-obligatoire, on est à la moitié. Même juste rebondir sur le dernier paragraphe de votre slide précédente, la cohésion des adultes. Une des choses qui m'a paru importante, nous, qu'on a essayé de mettre en place dans les associations de parents d'élèves, c'est le fait que les parents qui découvrent que leur enfant est harcelé ont tendance d'essayer d'intervenir seuls. Et juste pour prendre le cas qui a pu se passer, c'est que finalement, c'est les parents des enfants harcelés et harceleurs qui ont fini par se disputer. Oui. L'intervention, ça m'est arrivé moi d'intervenir comme, j'aime pas tellement le terme, mais comme médiateur. En fait, c'est l'école qui m'a demandé d'intervenir pour que les parents se calment entre eux, pour que ça ne prenne pas des proportions. Et je pense que c'est important, c'est peut-être là le relais dans ce que vous faites, d'impliquer les stations de parents d'élèves, c'est que nous fassions passer le message. En fait, souvent, si les parents veulent intervenir, mais qu'ils essaient d'avoir des intervenants extérieurs à eux-mêmes, pour éviter que ça prenne et qu'on arrive à ce qu'on a discuté aux assises, que finalement les avocats et la justice s'en mêlent, alors qu'il n'y a rien à faire à ce que la justice rentre dans les clauses. Bien sûr.
Et d'ailleurs, la police cantonale avec laquelle on travaille, systématiquement, ils ont des conciliations entre parents et pas entre enfants. Ouais, volontiers. Donc par rapport à cette fameuse MPP, l'idée c'est vraiment... Alors Anatole Picasse, il a créé la méthode, et puis il faut imaginer qu'elle a été créée pour une future scolaire scandinave. Donc nous, au niveau de la Suisse et de la France, on n'a pas vraiment la même culture scolaire. Donc ça veut dire qu'on a dû avoir un certain nombre d'adaptations nécessaires pour notre contexte. La MPP, donc on avait fait une évaluation en 2020 au niveau des écoles de l'obligatoire qui avaient la MPP, qui avaient une équipe. On leur avait demandé voilà, combien de situations traitées, combien se sont améliorées, on fait des pourcentages, et puis on est tombé sur ce 88% qui est assez standard par rapport à la francophonie. Vous allez me dire, c'est quoi le 12% restant? C'est quand justement les parents ont commencé à débarquer les uns chez les autres, et donc du coup là, vous oubliez là, ce qu'on est en train de déployer à l'école. C'est quand par exemple la situation est pire que prévu. On l'évalue, on se dit là, ça c'est d'intimidation, on fait une MPP, puis on découvre en cours d'entretien qu'il y a eu des attouchements sexuels, on va continuer sur du non-blâme. Donc on arrête tout. Et puis il y a aussi quand la méthode n'est pas tout à fait déployée dans les règles de l'art, si je veux dire ainsi, et donc il faut arrêter. Dès le moment aussi où il y a une mise en danger de l'élève cible, nous on dit toujours ce qu'on met en place, ça ne doit pas être pire après pour l'élève cible. Donc si on se rend compte qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, on arrête tout, on balise, on réévalue et on met quelque chose en place qui soit sans adéquation. Donc, elle fonctionne comment? On va faire des rencontres individuelles. On, personne formée à la MPP. On fait des rencontres individuelles avec tout élève qui peut aider. Moi, j'aime vraiment cette formulation. Initialement, dans la méthode d'Anatole Picasse, on s'entretient qu'avec les élèves qui embêtent. Puis quand on s'entretient qu'avec les élèves qui embêtent, les élèves se rendent compte assez vite qu'on a vu qu'eux et qu'elles, donc on augmente le sentiment de représailles. Par ailleurs, si on a vu 3 élèves puis qu'on n'avait pas vu qu'il y en avait 3 autres qui embêtaient, on augmente le sentiment d'injustice parce qu'on a vu que ces 3-là, et donc on augmente le risque de représailles. Donc on va s'entretenir avec des élèves qui intimident de près, de loin, ou pas. On va demander à l'élève, tu te fais embêter par qui? Est-ce qu'il y a des gens avec qui tu t'entends bien? On va demander aux professionnels qui bossent avec ces jeunes-là, en l'occurrence, est-ce que tu verrais d'autres élèves qui seraient susceptibles de pouvoir être leviers positifs, qui sont de toute évidence pas impliqués, mais où tu te dis, ouais, là, peut-être un peu plus mature, ou qu'on peut utiliser pour vraiment aider la situation. Puis ces rencontres individuelles, pourquoi on les fait seul à seul? C'est pour éviter de reproduire l'effet de groupe et surtout pour casser cet effet de groupe et donner la possibilité à l'élève de s'exprimer sans ce poids-là. L'approche non blâmante, c'est vraiment pour éviter que ça soit pire après, et aussi on est sur une visée éducative, bienveillante, et le but c'est pas de stigmatiser en disant toi tu es méchant, méchante et c'est mal ce que tu as fait. C'est d'ouvrir la porte d'un changement de comportement, et puis on y reviendra, on intervient toujours de manière structurée, il y a des protocoles dans chaque établissement, souvent en rigolant, on ne fait pas une MPP, on pousse l'école sur un rocher. Et puis, ça répondra en partie à votre question tout à l'heure par rapport aux professionnels, c'est-à-dire qu'il y a une répartition des rôles très nette. Il y a des personnes qui évaluent les situations, et en général, ce qu'on appelle personnes ressources, c'est toute la liste des personnes que je vous ai montrées au tout début. Le conseil de direction, évidemment, les doyens, doyennes en général, il y a des directeurs et directrices qui font partie des fois, mais d'évaluer à plusieurs, regard croisé en fonction des professions de chacun, chacune. Il faut de toute façon des chefs d'orchestre, pour s'assurer qu'on n'est pas en train de monter 2-3 entretiens à gauche à droite. Et puis vraiment, alors professionnels ayant suivi la formation, en fait c'est essentiellement des profs, on va se mentir. Mais il arrive, il y a certains établissements qui forment, les bibliothécaires, le secrétariat, typiquement dans le spécialisé, en général il y a des directions qui disent ok, on va former tous les secteurs de notre institution, de la cuisine au service de conciergerie en passant par l'internat. Et on touche comme ça une palette de professionnels. Et puis moi, systématiquement, dans les établissements, je dis, mais invitez vos partenaires. Si vous avez une APEMS, invitez l'APEMS à venir aussi. Pour essayer de baliser comme ça un plus grand nombre de professionnels. Et c'est vraiment les directeurs et directrices qui donnent cet accord-là d'intervention à d'autres professionnels que des membres du corps enseignant. Et puis, l'élève cible, l'élève en souffrance, toujours accompagné par des personnes qui ont été formées à l'accompagnement individuel. Par exemple, moi, simple prof, je ne me suis jamais permise de faire cet accompagnement parce que je n'ai pas été formée.
Et puis en termes de protocole, ils fonctionnent toujours tous de la même manière. C'est je me fais du souci pour une situation à qui j'en parle. Et ça, on y reviendra en tant que parent. La porte d'entrée n'est pas toujours très claire. Mais même en tant que prof. Qui évalue? On a cette intervention double, on accompagne l'élève en souffrance et puis on s'entretient avec les autres élèves, tout élève qui peut aider. Et puis dans tous les cas, il y a un suivi des situations. Alors vous me direz, quid de la communication avec les parents? Et typiquement, nous, on répète toujours en tant que parents, si on se fait du souci pour notre enfant, la première porte d'entrée, c'est toujours les profs de classe. Et puis si on ne se sent pas entendu par les profs de classe, après on monte dans si j'ose dire ainsi, la pyramide de l'établissement. Dans les agendas scolaires vaudois, je ne veux pas m'engager sur les autres cantons, mais il y a toutes les ressources dans l'agenda. Cette année, c'est la page 30, ça change chaque année. Mais c'est vrai d'avoir... et puis sur les sites internet des écoles aussi, il y a toutes ces ressources-là. Puis après, évidemment, on toque chaque fois à un tout petit peu plus haut, donc on n'a pas l'impression de s'être entendu plus bas. Puis par rapport à la méthode de la préoccupation partagée, l'ensemble des parents doivent être informés qu'il y a la méthode de la préoccupation partagée dans l'école et que leur enfant peut potentiellement être vu dans un entretien parce qu'on pense qu'il peut nous aider ou qu'elle peut nous aider. Et puis, on informe les parents en amont qu'ils ne seront pas informés sur le moment. Le temps de laisser la prise en charge se faire, 2-3 semaines. Et puis typiquement, si après la situation, on se rend compte que la situation, par exemple, s'est améliorée, l'enfant en souffrance dit oui, ça va mieux maintenant, parce qu'il y en a peut-être 2-3 qui ont arrêté d'embêter, 2-3 qui montent du soutien, mais qu'il y en a 2 autres qui continuent à faire leur chenille, et qui n'ont pas compris de toute évidence la visée éducative, là évidemment ça met un coup de projecteur sur le fait que c'est des enfants qui ne vont pas très bien non plus, et donc on travaille en collaboration avec les parents, en tout cas c'est ce qu'on recommande. Puis par contre les parents des enfants en souffrance, évidemment qu'en général le repérage et l'annonce vient quand même des parents, mais on recommande vivement de retéléphoner aux parents avec l'accord de l'enfant pour vraiment travailler sur cette collaboration. Nous on se fait du souci pour votre enfant, on a constaté ça, on met en place ça. Vous, de votre côté, vous observez votre enfant, votre jeune. Nous, on fait notre intervention, puis on se fait un point de situation à la fin de la semaine, par exemple. On recommande vivement de soigner cette com-là. Si ça vous intéresse de voir à quoi ressemble un protocole, parce qu'il y a 93 écoles de l'obligatoire, 93 protocoles, la Tour de Paix, c'est leur équipe MPP qui s'appelle la Tour en Paix. S'il vous plaît. Très bien. Ça, c'est le moment où je dois me taire, c'est ça. Alors, ces entretiens MPP, parce qu'il n'y a pas de secret sur ce qu'on fait avec les enfants et les jeunes. C'est vraiment, on ouvre la porte de la préoccupation. Le but, c'est de permettre à l'élève de prendre conscience que son ou sa camarade ne va pas bien. Parce que souvent, il y a des jeunes qui participent de près de moi ou pas, mais qui n'ont aucune idée du mal que ça fait. Il y en a qui nous disent, mais je ne savais pas que ça nous faisait ça. Donc vraiment de dire, nous on se fait du souci pour ta camarade et puis lui donner la possibilité de percevoir aussi cette inquiétude-là. Puis s'il y a préoccupation, on donne la possibilité à l'élève de devenir acteur ou actrice d'un changement positif. Et ce qu'on constate quand même, c'est qu'on est sur des objectifs assez bas seuil. Et puis les entretiens vont se dérouler tous de la même manière, peu importe quel élève on a en face de nous. Moi, quand j'intervenais, on me disait, écoute, il y a ces 6 élèves à voir, donnez les prénoms, la classe, on me disait juste, ouais, tu fais du souci pour cet élève-là, il y a des moqueries. Donc je ne savais pas qui était qui. Donc je menais mon entretien de la même manière avec les 6. Évidemment, je me rendais quand même un tout petit peu compte qu'il y en avait certains ou certaines qu'on n'avait pas grand-chose à cirer. Mais, premier entretien, on plante une graine. Puis après, on revoit l'élève, on lui donne une mission, je te revois la semaine prochaine, même heure. Et puis, il y a quand même des élèves qui font leur bout de chemin. Et puis, même avec des élèves qui ne rentrent pas trop en matière pendant 3-4 entretiens, on constate quand même que c'est des élèves qui changent de comportement, mais qui ont d'opposition à l'adulte, il ne faudrait quand même pas trop me donner l'aide, on peut me dire que... Mais c'est vraiment, on est sur une visée bienveillante éducative. Et à aucun moment, le but, c'est de mettre de la pression sur l'élève, t'es responsable de ça et tu as quelque chose à faire. Pas de pression, mais c'est une ouverture bienveillante et positive. Et puis de toute façon, il y a des points de situation réguliers qui sont faits avec l'élève qui est en souffrance. Puis le but, c'est vraiment, on va arrêter la méthode dès le moment où l'élève va mieux. Ici, après 3-4 entretiens, on se rend compte que ça va pas mieux, c'est qu'il faut réévaluer et qu'il y a autre chose. Mais force est de constater que ce 88% de taux d'amélioration, il n'est pas volé. Les écoles, il y a des écoles qui disent même, nous, on a 100% de réussite.
Donc, moi, en conclusion, je voulais quand même souligner, parce qu'avec un parterre de partenaires et professionnels comme vous êtes là, leur repérage, c'est vraiment l'affaire de tout le monde. Ça, c'est un fait. Et pas plus tard que hier, j'étais dans une école où, en fait, c'était vraiment cette idée de... tout le monde a un pouvoir d'action et vous pouvez aussi voir que votre camarade va pas bien. Vous pouvez aussi aller dire à l'adulte mais dis donc, moi, je fais du souci pour ma camarade, je sais pas. Donc, tout le monde. Après, les situations, elles doivent être évaluées. On fait pas la MPP, c'est pas une baguette magique, on va sortir sur toutes les situations à tout. Et puis vraiment, ça a l'air d'être un concept comme ça, mais c'est important de prendre les enfants et les jeunes avec nous dans les décisions qui les concernent. Typiquement, Anatole Picasse avait pour habitude de mettre en place des MPP dans le dos de l'élève cible, si je veux dire ainsi. Nous, c'est hors de question qu'on fasse ça. Donc c'est en collaboration avec l'enfant ou l'élève qu'on va mettre en place une MPP. Et puis vraiment cette collaboration, cette communication dont il faut prendre soin, vraiment c'est pas un conseil. Moi quand j'entends des parents me dire mais on se sent pas bienvenus dans une école, ça fait quand même souci. Donc, et c'est vraiment une réalité. Donc je reviens sur ce facteur, cohésion des adultes, cohésion des professionnels, et puis que tout le monde tire à la même corde quand on encadre des jeunes et des enfants. J'aimerais juste faire un petit clin d'œil. Il y a un film qui est sorti qui s'appelle Un monde de Laura Vandel, une réalisatrice belge. Et puis c'est vrai qu'on a pu en parler à la radio dernièrement. Et puis c'est juste de se rappeler quand même que quand on a des médias qui thématisent ces questions-là, ça c'est un film qui n'est pas à destination des enfants, c'est un film qui est à destination des parents et des professionnels. La violence qu'il y a dans le film, elle pourrait réveiller quand même des choses chez les enfants. Donc, ça ne doit pas être pris comme un outil de prévention en disant « Ah tiens, c'est un super film, allez, je l'utilise, on va le mettre dans les écoles. » C'est quand même de réfléchir quand même un tout petit peu. Et surtout, là-dedans, dans ce film-là, c'est de loin pas que de l'intimidation. Je veux dire, le gosse, il se retrouve avec la tête dans les toilettes, à la fois, il y en a un avec un sac en plastique sur la tête en train de s'étouffer. Enfin, vous voyez, on est dans un autre registre. Donc, c'est toujours, je reviens sur cette identification des phénomènes, il faut savoir de quoi on parle pour pouvoir prendre en charge adéquatement. Donc là, vous avez toutes les références et je pense que j'ai réussi presque à tenir le délai. Malgré les petits À tout à l'heure, du coup. Moi, je reste volontiers pour les questions. Après, je me rasseye, j'écoute mes collègues. Moi, je pense qu'on enchaîne. On va enchaîner parce que C'est qui qu'on enchaîne avec vous. Justement, je trouve assez intéressant, c'est qu'il y a une chose qui est importante. Vous avez mentionné l'histoire de semer une graine. On peut semer la graine chez l'occupé. Tout à coup, se dit peut-être que je devrais parler. Je trouve que ça fait le lien avec ce que propose la compagnie du Caméléon. C'est aussi, et c'est la base de notre travail, c'est de donner aussi la parole des outils aux opprimés pour sortir des problèmes qu'ils peuvent rencontrer. Et je trouve que c'est intéressant de voir comment, dans ce siècle, dans ce début du XXIe siècle, on parle souvent de libérer la parole et que les gens commencent à s'exprimer. Et on voit ce qui s'est passé pour le harcèlement sexuel, où tout à coup les femmes se sont mises à parler du problème qui est le leur. Et avec le soutien de la communauté humaine, on arrive tout à coup à libérer une parole qui nous prend comme un tsunami, parce qu'on ne réalisait pas l'ampleur du problème auquel faisaient face les gens. Et les parents et les associations de parents d'élèves, on a souvent ce retour de nos membres, c'est que cette omerta dont on parlait tout à l'heure, ils sont démunis, ils sont perdus. Et c'est un peu un sens, les parents des fois, je les vois aussi un peu comme des victimes, des opprimés de leurs enfants qui sont opprimés, ne sachant pas que faire, ou voulant intervenir, mais ne sachant pas comment. Et je pense que des fois, des interventions comme vous, ou comme peut le faire la compagnie Caméléon, ben, ça donne des graines. Je me souviens de l'intervention d'un officier de police à Neuchâtel qui disait aux enfants, voilà, moi je ne vais pas stigmatiser qui que ce soit, mais ceux qui sont témoins qui ne disent rien au niveau pénal sont complices. Et ça a déclenché une barre où les gens ont dit, mais moi je ne veux pas être complice de ça. Parce que je suis mal à l'aise, mais je ne veux pas mouiller. Eh bien, il y a des gens qui sont allés voir l'officier de police qui ont dit, je ne veux pas qu'on dise quelque chose, mais moi je suis conscient qu'il y a une situation dans mon collège qui ne va pas. Mais je dirais qu'on n'en parle pas, je ne dirais pas qu'on en soit cité. Et j'ai trouvé ça vraiment important et je pense qu'on est dans un moment où la libération de la parole va peut-être se faire.
Alors, je laisse M. Lavarrière et M. Pluchot le plaisir de vous présenter les activités du Caméléon, parce que je pense que ça, la scène, votre sous-titre que je trouve magnifique, c'est la liberté par la scène, et je trouve que c'est une vérité. L'art et la culture, c'est important. Comment on est spectateur et spectatrice de sa propre vie. Donc je lance 30 minutes. C'est parti. C'est parti. Alors en préambule, juste vous dire que le projet qu'on fait avec la Frapève autour de Canon de Respect, c'est pas avec le Caméléon, mais c'est avec une association qui s'appelle André Soleil, qui fait où on a créé quelque chose au niveau de la prévention primaire sur les maltraitances et violences, où l'objet c'est de permettre aux élèves de reconnaître que la boule au ventre c'est une alarme naturelle et qu'elle ne se trompe jamais. Si elle s'allume parce que j'ai pas fait mes devoirs, c'est facile à régler. Si elle s'allume et que je ne sais pas pourquoi, comme n'importe quel responsable de la sécurité, je dois aller y voir. Donc ça c'est un travail qu'on fait à part, où je dis quand même pas simplement de ce qu'on a mis en place avec le Caméléon depuis bientôt 30 ans, c'est terrifiant. Et souvent, pour revenir là-dessus, quand un enfant apprend à marcher, on ne lui apprend pas à marcher dans les escaliers, parce que c'est pervers. Pour tout ce qui est de l'ordre de l'apprentissage, de comment gérer ce harcèlement qui peut être entre élèves, mais qui peut être aussi de l'école vers certains élèves. En tant qu'ancien atypique scolaire, c'est l'école qui m'a un peu violenté. C'est pas le sujet du jour, mais des fois il faut avoir un regard large par rapport à ça. Et que l'élève qui est dans une situation délicate de violence avec l'école ou à la maison va avoir les mêmes stigmates que s'il a des harcèlements liés à ses camarades. Donc aussi se dire que apprendre à avancer ensemble, c'est se permettre de se lever, de retomber, de se lever, de retomber sans se juger, sans en faire une dramaturgie excessive. C'est ce qui nous permet d'avancer et de progresser. C'est pour ça qu'on a beaucoup de plaisir à être ici ce matin. Le Théâtre Forum, comme il a été dit, est né sous la dictature au Brésil, où Augusto Boal et sa compagnie se sont dit comment est-ce qu'on peut faire pour essayer de trouver des solutions pour nos concitoyens, de trouver des solutions pour que leur vie puisse être avec des horizons positifs sans attendre que la dictature disparaisse. C'est comme ça qu'ils ont fait des scènes dans la rue et puis proposer aux gens de faire des interactions. Alors plutôt que de vous l'expliquer trop longtemps, ce qu'on propose c'est de faire une scène, tous les deux. Cette scène, elle est tirée d'un spectacle qui s'appelle Calendrier mort annoncé, qu'on a créé pour l'État de Genève au départ, du maintenant qu'on joue un peu dans toute la Suisse romande, où les établissements peuvent choisir au cours de l'année un certain nombre d'événements et de scènes différentes qui amènent à de la violence. Et à la fin de chaque scène, on arrête, on ne passe pas à l'acte violent en lui-même, et à la fin, on demande aux élèves lequel de ces personnages est décédé. Et on se rend compte que toute violence peut amener à une fin tragique. Et que dans le fond, ils ne savent pas lequel, que ça aurait pu être n'importe lequel. Et de se rendre compte que c'est un apprentissage de repérer ces choses-là et d'être capable de le partager, de se rendre compte que la violence, c'est jamais un bon chemin en fait. Et que le respect, c'est déjà comprendre la règle dans laquelle on se trouve et l'appliquer. C'est un arbitre de foot qui m'avait dit c'est pas parce que j'ai quelque chose contre toi, mais t'es pas dans la règle, donc tu vas jouer ailleurs. Il m'avait beaucoup aidé ce monsieur en me disant mais tiens, le respect c'est comprendre la règle, là où je me trouve. Et c'est pas la même sur un terrain de basket que sur un terrain de foot, que chez toi, que chez moi, que en classe, que dans la cour. Et que ça, il faut vraiment l'établir et que les gens comprennent assez bien. On est prêts? Allez. Alors cette scène s'appelle le lynchage de Guillaume. Alors je vais changer un petit peu de casquette parce que à partir d'un certain âge, comme on est obligé de mettre des casquettes, sinon on n'arrive pas à faire le jeune. C'est toujours intéressant de voir certains élèves à la fin des spectacles, quand ils nous voient vraiment en civil, qui disent quoi, c'est lui que j'ai cru être un sale jeune. C'est rassurant. Il n'y a que les enfants qui sont capables de nous identifier comme partie des leurs. Bon, on est un peu enfant quand même. Ouais. Hop, j'enlève mes lunettes. Cette scène se passe dans un transport public. Ça s'appelle le lynchage de Guillaume. C'est à travers justement certains sites. Maintenant, je ne vous vois plus vraiment, mais c'est pas grave. Ce jour-là, le personnage que j'interprète n'a pas son téléphone parce qu'il est tombé dans les toilettes hier, c'est pas pour rien. D'habitude, il a 20 minutes, mais aujourd'hui, 20 minutes ne sort pas, donc je sens journaux. Et il y a son pote qui est là en train de regarder les réseaux sociaux. C'est parti, on en parle. Oh putain! Quoi? Écoute le statut de Carole. Quoi? Fred Guillemard, lâche-moi, casse-toi.
Oublie-moi, t'es un connard. Si vous l'avez comme ami, rayez-le de la liste. C'est vache, hein. Oh putain, il y a 20 commentaires en 5 minutes. Attends, je te lis. Qu'est-ce qui se passe, ma louloute? Elle répond, cet enculé m'a encore mis le grappin dessus au hot club, il me lâche plus. Après, il y a quelqu'un qui met, ouais, c'est un gros débile, ce type, oublie-le. Elle répond, je peux pas, il me harcèle, il écrit des saloperies sur la page de mes amis. Il y a un autre type qui met, je le connais, c'est un fils de pute. Mais il doit être mal, lui, hein. Attends, il répond. Carole, t'es mytho. Il y a quelqu'un qui en fout-lui la paix, branleur d'espagnol. On va te pourrir ton statut. Un autre mec qui met, si vous le voyez au hot club, cassez-lui la gueule. Attends, mais moi je vais mettre un truc aussi. Les mecs comme toi, on devrait leur couper les couilles. Mais t'es malade. Mais attends, mais c'est bon quoi. Il faut qu'ils comprennent le type, c'est vraiment un connard apparemment quoi. Attends, mais tout le monde le pense. Il y a 54 commentaires maintenant. Écoute, moi j'ai chié sur son mur. Ça c'est drôle. Attends, il y a un autre qui met, attendez, Guimard a désactivé son profil. Nautique qui met après, bah, tant mieux, bah, ça fait un con de moins sur la toile. Il doit être en train de se suicider. Quoi? Fred Guimard est mort. C'est ce que je mets, ça. Vive Fred! Mais il s'est vraiment suicidé? Mais non, mais c'est bon, panique pas, c'est virtuel, ça va quoi. Qui vient à son enterrement ce soir au Hot Club? Mais toi, tu le connais perso, lui? Ah non, je le connais pas perso ce mec là, mais bon, mais tout le monde sait qui c'est à peu près, tu vois. 74 commentaires, mais trop viral le statut. C'est bon. S'il se suicidait vraiment, fin de la scène. Donc on va changer de statut. Ouais, parce que normalement, effectivement, il y a un joker. On est venu à deux, on est samedi, quoi. Donc... il y a un joker qui fait le lien entre la scène et la salle. Et il a la double casquette, Joël, aujourd'hui. Aujourd'hui, je fais les deux. Voilà. Et je conduis la voiture. Mais je paye le bar. C'est pas tous les jours qu'on se déplace avec le directeur. Ouais, ça pourrait être considéré comme bien, c'est bon, ça va. Ça va, tu te prends pas mal? Non. Donc maintenant, on va recommencer la même scène, comme on le fait vraiment au théâtre. Et puis, clairement, si je peux remettre mon avis d'adulte, c'est que clairement, l'oppresseur dans notre histoire, c'est lui et le réseau. Et que l'opprimé, ben, c'est Guimard et le témoin qui est là. Et donc, comme on ne remplace pas en général l'oppresseur au Théâtre Forum, parce que remplacer l'oppresseur, c'est la pensée magique. C'est comme j'explique souvent, je suis sorti de chez moi l'autre jour, il pleuvait à verse, et j'ai fait « Ah, ça serait bien que ça s'arrête ». Ça n'a pas marché. Le Théâtre Forum, c'est dire comment je peux aller là où je dois aller sans être crampé en y arrivant. Eh ben, je peux avoir plein d'options. La première, c'est peut-être le parapluie. Il y a des choses à faire pour ne pas être touché par certaines oppressions. Et que le travail du Théâtre Forum, c'est vraiment aller dans cette direction. Les collectivités publiques ont mis en place tout un réseau et un système pour s'occuper des oppresseurs une fois qu'on peut arriver. La chose la plus impressionnante, on a fait dernièrement un travail autour du racisme à l'IPFL, autour du théâtre invisible, c'est que les gens vont droit sur l'oppresseur et oublient complètement l'opprimé. 9 fois sur 10, voire plus, les gens vont, une fois que la parole se délie, s'occuper de l'oppresseur et l'opprimé, il est laissé pour compte. Et c'est souvent impressionnant, et de penser à l'opprimé, c'est quelque chose qui est super important. Pas seulement penser à la dramaturgie, à la punition, à la chose comme ça. Ça crée du drame. Ça fait un peu comme l'élève qui était tombé, l'enfant qui apprend à marcher et qui tombe, si les parents lui disaient « T'es nul! Tu me fais honte, rentre dans ta chambre, je veux plus te voir. » Personne d'entre nous saurait marcher, c'est vrai que ça. Donc des fois, il y a quelque chose de complexe par rapport à ça. Donc on va recommencer. Et sitôt que l'un ou l'une d'entre vous se dit « Tiens, là, il y aurait quelque chose à changer », ben, il va falloir interrompre le déroulé de l'histoire, on va recommencer. Pour le faire, il faut juste lever la main. Alors, en milieu scolaire,
c'est plus pratique parce que les enfants seront entraînés. A priori. Par contre, en milieu de parents, je ne suis pas sûr, je pourrais dire une horreur, à part lever la main sur leurs enfants. Mais c'est pas aujourd'hui, il faut faire une blague comme ça. Ça pourrait être pratique. Oui, je l'ai noté. Bien. Donc, levez tous à main droite. Ça fait ça, comme ça. La main gauche. Ok, physiologiquement, vous êtes tous en état de le faire. Donc, si vous ne le faites pas après, c'est que vous avez décidé de ne pas le faire. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je vais faire un petit test avec vous pour savoir si vous êtes capable de lever la main quand vous n'êtes pas d'accord. Parce qu'en fait, c'est comme ça que ça fonctionne le tas de forum. Donc, je vais vous faire deux propositions rapides. Si vous êtes d'accord avec moi, vous ne bougez pas. Si vous n'êtes pas d'accord, vous levez la main. Il y a eu une période de Covid, je pense que vous êtes au courant. En tant que comédien, on l'a senti passer quand même pas mal. On était assez soutenus, il fallait faire des dossiers, des choses comme ça, mais on avait quand même un peu de temps, une fois qu'on a passé son temps à s'occuper de la maison, etc. C'était super intéressant, j'adorais faire ça, mais on a comme des moments de temps libre où on ne peut pas pratiquer notre métier. Donc un jour, je me suis dit que j'allais faire du tri dans ma liste de contacts, puisque j'ai un téléphone portable. Depuis qu'il y a des téléphones portables, c'est un peu mon bureau, hein, je suis un itinérant. Je me suis rendu compte qu'il y avait des gens, j'avais des numéros, je ne savais même plus qui c'était. Je sais pas vous, mais moi, il y en avait pas mal. Alors, je les appelais, tout ça. Et comme j'avais encore un peu de temps, je me suis dit, tiens, je vais garder dans ma liste de contacts que des gens qui ont une plus-value dans ma vie. Les gens qui me dirigent sur les bons boulots, ou les gens qui me proposent des bonnes activités, ou les gens avec qui j'ai des relations équilibrées. Et quand j'ai eu fini de faire ça, je me suis rendu compte que les 3/4 des gens que j'avais dans ma dernière liste de contacts, c'était des gens qui avaient les yeux bleus. J'en ai donc tiré la conclusion que les gens qui ont les yeux bleus sont plus intéressants que les autres. Là, vous êtes tous d'accord avec moi? Non. Il y a quand même des gens qui sont d'accord. Si on n'est pas d'accord, on lève la main. Ça peut vous paraître anodin parce que vous vous dites ouais, c'est ridicule, je ne vais pas faire l'effort de lever la main. Non, surtout vraiment dans la situation où si je ne dis pas que j'ai vu qu'il y a quelque chose avec lequel je ne suis pas en accord, je donne l'exemple que ça peut peut-être passer. Ça peut paraître complètement anodin, ces choses-là. Et que si on montre l'exemple, l'exemplarité est importante dans les rapports humains, si en tant qu'adulte je montre l'exemple que ça je laisse pas passer, même si c'est une blague et qu'on est là ensemble, alors je peux enseigner aussi par l'exemple à des plus jeunes de dire il y a des choses que je ne dois pas laisser passer. Deuxième proposition. Souvent le matin, on part depuis chez nous, puis on va jouer, on prend sa voiture, et souvent on est pris dans les bouchons en Suisse romande. Quand on a commencé le Caméléon, il y avait que autour de Genève où c'est problématique. Maintenant c'est partout, même au fin fond du Jura, on se retrouve dans les bouchons. Et je me reviens toujours à cette réflexion. Je me dis toujours, mais pourquoi ces dames, elles ne vont pas faire leurs courses quand les mecs sont déjà au travail? Ça marche très bien. Vous avez remarqué, mesdames, que le péché en vous ça, je vous laisse responsable de votre intervention. Bien. Ceci dit, oui, je suis capable de dire des énormités, mais c'est pour vous faire réagir. Et que des fois, on peut réagir sur des choses qui sont peut-être moins énormes aussi. Donc, on va recommencer notre histoire. Aussitôt que vous pensez que il y a quelque chose d'autre à faire pour ce personnage dans le fond, vous n'hésitez pas à lever la main. Ça, c'est pour le personnage. Si on était témoin de cette scène. Mais vous pouvez être témoin de cette scène aussi. En l'occurrence, là, ce sont les deux, mais on peut très bien imaginer un personnage qui serait dans le transport public. Hein. Voilà, c'est ça. Ouais, on peut. Mais vous pouvez venir mettre la casquette aussi. Non. Souvent au théâtre forum, on a ce qu'on appelle un objet transitionnel, c'est-à-dire que de permettre à l'élève de mettre une casquette, alors pendant Covid on ne pouvait plus, hein, mais de mettre une casquette ou de changer de veste, c'est vraiment montrer aussi au public qu'il n'est plus Alexandre, il devient le personnage. Et que c'est très important. Et que même des fois, des garçons qui viennent jouer des rôles de filles ou des filles des rôles de garçons, au début on leur demandait s'ils voulaient changer le genre du personnage, aujourd'hui on ne le fait plus. Parce que c'est assez courageux d'oser aussi défendre quelqu'un qui n'est pas de son genre. Et que c'est quelque chose de très important. Et souvent, quand il y en a qui se moquent, je leur dis, mais n'oubliez pas que Shakespeare, quand il écrivait un rôle féminin, il n'avait pas accès à des comédiennes, parce qu'à l'époque, les femmes n'avaient pas le droit de jouer. Donc, ceux qui se moquent de quelqu'un qui changerait de sexe et de genre en venant jouer sur scène, c'est un qui manque de respect et deux, de culture. En général, ça les fait. Faut leur apprendre, quand on leur apprend. Donc, on est parti. Allez. Oh putain, écoute le statut de Carole là. Fred Guillemard, lâche-moi, casse-toi, oublie-moi, t'es un connard. Si vous l'avez comme ami, rayez-le de votre liste. C'est vache, ça.
J'arrive. Je vais l'éliminer. Vous avez un prénom? Florence, enchanté. Alors, quand on fait du performance, en général, je demande à la personne à qui je donne la parole de se lever. C'est juste pour vous montrer comment ça se passe au milieu scolaire, mais avec les adultes, la même chose. Parce que comme ça, je peux leur dire que la personne à qui je donne la parole elle est debout, et que ceux qui sont assis ils doivent se taire. Là, tout le monde comprend. Même le bavard doit faire le milieu, je lui dis oui, même toi, tu peux comprendre. Et puis comme ça, on peut jouer ensemble et créer de la discipline de façon ludique, c'est assez marrant. Donc, je vous écoute. Qu'est-ce que tu pourrais faire? Déjà, je pensais qu'à la base, ce message ne devrait pas exister du tout, en fait. Il ne devrait pas, mais il est. Donc, rien que de lire et puis à haute voix à son collègue, c'est pas ok. Donc moi, je devrais lui dire ça, de dire moi j'ai pas envie d'entendre ça, et pourquoi tu dis ces choses-là? Lui, il devrait le lire parce que il l'a lu une première fois pour savoir de quoi il s'agissait, et après, de ne pas le répéter. Déjà là. Il devrait pas, mais ça c'est la pensée magique. Si lui il était parfait, le monde pourrait être aussi. Je parle du personnage. Vous viendrez prendre ma place pour me montrer comment je pourrais parler de ça? Je sais pas, je suis empêchée. Alors, c'est des fois gênant de prendre sa place dans une histoire. Et la gêne que vous ressentez par rapport au fait de venir sur scène en public, ça crée quelque chose, une petite vérité de ce que peut ressentir la personne qui a envie de dire quelque chose à quelqu'un, mais qui court aussi un risque, il y a aussi une abîme à ce moment-là. Et l'abîme de venir en public, elle recrée artificiellement quelque chose qui est assez crédible par rapport au quotidien. Mais je suis persuadé qu'ici, personne ne va le voir. Si vous venez maintenant, vous n'êtes pas obligé de le dire. Moi, ça m'intéresserait de le voir. On applaudit, s'il vous plaît. Merci beaucoup. J'accepte me donne comme information les copains. Qu'est-ce que je refuse? Vous parlez fort, vous écoutez fort. Oh putain! Écoute le statut de Carole. Freddy Imar, lâche-moi, casse-toi, oublie-moi, t'es un gros connard. Si vous l'avez comme ami, rayez-le de la liste. Ah. Mais arrête, Quoi? ça vaut pas la peine. Non mais T'es attends. pas dans les histoires. Bah ouais, non mais c'est comme ça sur le réseau, c'est un truc de ouf. Il y a 20 commentaires déjà en 5 minutes. Tu veux que je te les lise? Non, absolument pas. Tu veux pas savoir? Non, Tu vas être largué si tu sais pas. bah ouais. Mais au moins je sais pas ridicule. Quoi, ridicule? Bah, c'est ridicule. Et qu'est-ce qui est ridicule? Je comprends pas. Bah, la personne qui a écrit ça, elle est ridicule. Ah mais apparemment Carole elle s'est fait harceler par ce type là, Freddy Imar, puis ça a l'air chaud quoi. Bah oui, mais elle est en train de l'harceler aussi. Donc elle a retourné les rôles. Tu dis sur le réseau là? Ouais. Qu'est-ce qui se... Ouais, ça va loin, mais on fait quoi là dans ces cas-là? Ah bah ça, j'en sais rien. Juste pour qu'elle puisse le constater elle-même, le Lamos qui pense que son intervention change notre histoire. Mais non. Ça change notre histoire. Et qu'il n'y a pas besoin de faire des, il y a pas besoin forcément de faire des choses extraordinaires. Des fois, juste ramener une réflexion, dire moi j'ai pas envie, ça me semble ridicule que de participer à ça. Et tout ça, ça fait changer l'histoire. Parce que ça le fait changer lui. Il ne va pas alimenter. Du coup, c'est comme une tempête ou une tornade qui n'aura plus de substance pour augmenter sa puissance. Et c'est pas anodin, c'est très important. J'aimerais qu'on vous remercie et qu'on vous applaudisse. Elle pose une bonne question. En partant de là, elle pose une bonne question. Quand le personnage nous dit bah alors qu'est-ce qu'on doit faire, bah, on relance la question. Puisque la plateforme, c'est réfléchir ensemble à des solutions. Souvent, on est beaucoup plus intelligent en groupe quand on veut trouver des solutions positives. Pour ce qui est de négatif, là, c'est mieux tout seul. Je sais pas ce que vous faites l'expérience, moi je sais. Oui? Signaler. Signaler, comment Sur les signaler? réseaux sociaux, on peut signaler une publication avec laquelle on n'est pas d'accord. C'est vrai? Oui. Tu savais ça? Faire monter, alors je ne sais pas à quel point Facebook ou Instagram, etc. Alors, pas sur WhatsApp et Snapchat malheureusement, mais sur Instagram et Facebook, vous pouvez signaler une publication. Alors du coup, il y a des publications des fois qui sont même pas choquantes, qui sont signalées, mais on a quand même l'option de dire qu'on n'est pas d'accord et que ça peut aller jusqu'au blocage du compte. D'accord. Suivant le nombre de signalements qu'il y a eu sur une publication. J'ai une question là-dessus, ça reste anonyme quand on n'est pas d'accord? Non, on
signale avec son propre compte et son profil. Oui, mais la personne ne sait pas. La personne ne sait pas qui l'a signalé. Mais le réseau social sait quels abonnés ont signalé quel profil. C'est intéressant ce que vous dites parce que des fois, le conseil qu'on peut donner à des élèves qui voient un camarade harcelé ou qui est dans une situation difficile, moi souvent je leur dis, mais vous n'êtes pas obligé d'aller dénoncer le coupable, mais de porter à l'oreille d'un adulte responsable le fait que tel individu visiblement vit quelque chose de difficile, c'est quelque chose qui est possible et qui ne vous met pas en porte-à-faux. Parce qu'il faut bien penser aussi que des fois le messager, c'est pas le meilleur des rôles non plus. Et qu'on peut aussi leur apprendre à dire, mais on peut créer de l'information pour la victime et pas contre l'oppresseur. Et on entre de nouveau dans ce qu'est du théâtre forum, mais c'est quelque chose qu'on peut mettre en pratique dans la réalité aussi. Et comme ça se fait à travers les différents réseaux sociaux. Et en rappelant aussi que si on n'agit pas et qu'il y a une enquête, si on n'a pas signalé, on peut aussi être considéré comme complice et non-assistance à personne en danger. Comme ça a été très bien dit, le code pénal est le même à différents endroits. Oui, juste, j'ai bien aimé la réponse qu'elle a faite, je n'ai pas la solution. Ouais. Est-ce que c'est pas aussi, même si on a réfléchi, qu'on veut intervenir en disant non, ça ne m'intéresse pas, mais ce qu'on peut faire, je ne sais pas. Est-ce que c'est pas aussi ça qui bloque la personne de peut-être réagir et de dire quelque chose? C'est qu'il a réfléchi, puis il se dit, mais j'ai pas de solution. Pourquoi je peux le demander? T'as pas de solution pour changer ça, toi? Ou bien pourquoi tu y participes? Non, mais en tout cas, moi je participe parce que c'est le scoop, quoi. C'est l'effet, tu vois, tout le monde s'intéresse, tout le monde, ça a l'air d'être un peu la préoccupation du week-end, quoi, tu vois. Ouais, donc, il y a quelqu'un qui a levé la main, je vais écouter. Oui, votre prénom? Isabelle. Isabelle, enchanté. Levez-vous, parce que comme ça vous êtes bien appuyé sur la table. Ouais. Moi je pense que les jeunes ils savent en fait. Comment ça les jeunes ils savent? Les jeunes ils savent ce qu'ils doivent faire. Moi, justement bloquer, ils savent. Mais ils le font pas. Mais je pense qu'ils ont la solution. Ils savent le faire mais ils ne le font En tant que pas. parents, je pense peut-être pas parce qu'on est. Mais ça m'interpelle ça. Ils savent ce qu'ils devraient faire mais ils ne le font pas. Bah non, parce que quand c'est trop la honte. Bon, je veux dire, c'est voilà, quoi. Enfin, je sais pas. Vous viendriez parler avec lui pour voir comment on pourrait l'inciter à faire ce qu'il ne veut pas. C'est intéressant ça. Et on vous applaudit. Comme ça, je vais livrer tous mes trucs, mais pour vous montrer à quel point l'humain est très facilement manipulable, dans le positif et dans le négatif. Si je demande à la personne de se lever, c'est plus facile pour venir. Ouais. C'est tout simple. Mais on peut faire du positif sans l'exprimer. Et aussi avec les élèves, on peut les faire avancer sans forcément qu'ils se contentent pour aller faire avancer. On y va. Et attends, le Fred il répond, Carole, t'es une mytho. Je veux même pas savoir. Mais non, mais il y a un mec qui met foutu la paix, branleur d'espagnol. Je m'en fous. Mais quoi? Mais toi, ça te. Je veux même pas savoir. Tu veux pas savoir? Ça sert à quoi? Moi, je vais juste mettre quand même. Les mecs comme toi, on devrait leur. Super, tu continues quoi. Tu t'alimentes, Mais c'est ça j'alimente, que t'as envie. c'est un réseau social, c'est Bah, bon, t'alimentes c'est ça, virtuel. Oui, C'est ça ton but quoi. Non, c'est pas mon but, mais ça va, tout le monde. Et puis si on faisait ça avec toi, Si on faisait ça avec moi. ouais. Tu serais content? Bon. Non, mais moi je harcèle pas les filles, à ce que je sache quoi. Bah là, tu sais ce que tu fais, tu continues à alimenter, donc t'es un peu comme celui qui est derrière, qui pousse l'autre à continuer. Parce que toi, tu sais ce qui s'est passé, non? Non. Question subsidiaire. Non, mais. Donc, si on fait quoi alors En tout cas, tu fais rien. Moi je fais rien. Bah non. Je regarde quoi, je regarde comme si c'était un. Non, tu un regardes film. même pas. Mais on est sur c'est sur le réseau, hein. J'ai pas. Ça veut pas dire que si c'est sur le réseau, c'est quelque chose de vrai, c'est quelque chose de juste, c'est quelque chose qui a besoin d'être fait. C'est intéressant. Ouais, donc Faut que j'en parle à ma ça sert à femme. rien d'être sur le réseau quoi. Ouais, un peu ça, ouais. Ah, ouais, c'est ça. Bon, ben voilà. Ok, bah, super. Sinon, toi, tu vas bien. Si on mettait les deux pieds sur terre dans du réel, honnêtement, l'apprentissage de la relation, des échanges interpersonnels, ça se fait
en jeu, mais en jeu réel. Et c'est vrai que même en tant qu'adulte, parfois, on a des soucis avec ça, par rapport à comment accompagner nos enfants dans une vraie découverte de ce qu'est l'interaction sociale dans la réalité, dans le fait que des fois j'ai des émotions qui font que je suis peut-être pas tellement parlable, et puis que d'autres fois c'est possible, comment on perçoit, quel est le bon moment, c'est des choses qu'on doit apprendre et démontrer par l'exemple de nous. Et souvent on n'a pas le temps de montrer cet exemple-là. Et moi j'adore être dans des assemblées comme ça parce qu'on dit peut-être que ça va semer, il faut faire chacun ce qu'on peut. Merci beaucoup. Merci. On vous applaudit. Maintenant, comme j'ai assez parlé, on ne va pas aller au-delà de ça. Je vous remercie, vous avez compris comment ça fonctionne. Maintenant, je vais donner la parole à mon directeur. Non, mais j'adore à mon chef. Vous avez eu un petit échantillon de comment se pratique le théâtre forum. L'idée, c'est que il y a une problématique qui vous est amenée, assez sensible, et on va développer un spectacle ou des vignettes, plusieurs scènes qui vont mettre en scène donc, ces oppressions. Et l'idée, c'est d'ouvrir le dialogue autour de ces situations, de permettre de développer des outils, soit pour l'opprimé, soit pour les témoins qui sont autour, pour les aider à identifier, à cibler des ressources. Nous, notre action, notre intervention, donc ça dure 1h30, généralement, c'est pas une baguette magique, comme disait Madame Lugon. On va s'inscrire dans un programme complet, global, et notre souhait aujourd'hui, et de plus en plus, c'est de développer des collaborations et des partenariats. Alors c'est le cas avec des services pour essayer de définir et de cibler pour chaque thématique. On va développer des boîtes à outils. Donc là, nous, on est en train, notre souhait, c'est de remettre à jour parce que la société évolue, les choses évoluent. Donc on a à chaque fois, quand quelqu'un nous demande d'intervenir, on va lui transmettre une boîte à outils sur la problématique qui va lui permettre de proposer des choses en amont pour préparer notre intervention, ce qui est primordial, c'est-à-dire que expliquer un petit peu ce qu'est le Théâtre Forum, le but de notre association, et puis commencer à déblayer le terrain par rapport à la thématique. Parce que c'est vrai que ça peut être soit contre-productif ou pas du tout productif, qu'on arrive, qu'on intervienne, et que derrière, surtout, il n'y a rien qui est fait. Là, actuellement, on travaille avec une association, on a un désir de collaboration avec une association qui s'appelle Voguer, que j'ai rencontré plusieurs fois. Et l'idée, avec l'unité BSPS, c'est j'aime pas trop parler de créer un pack, mais en fait, d'être beaucoup plus pertinent dans comment on agit. C'est-à-dire en amont, transmettre cette boîte à outils, et puis par la suite, nous intervenir, et derrière, que le dialogue puisse continuer avec les ressources en interne de l'établissement, mais aussi des associations qui sont beaucoup plus spécialisées sur la thématique que nous, on peut l'être. C'est-à-dire que nous, quand on va, par exemple, développer des nouveaux spectacles sur différentes thématiques, mon souhait à moi, ça va être de me rapprocher d'une association dite spécialisée sur la thématique, pour pouvoir créer et développer un spectacle beaucoup plus fin. Alors là, c'est une scène que il faut qu'on soit assez efficace, donc parfois les personnages ou les situations pourraient passer pour stéréotypé. Caricatural. Voilà, ou caricatural. En même temps, la caricature, moi je dis souvent aux gens par rapport à ça, quand je me fais tirer le portrait par un caricaturiste, c'est toujours un crâne tout lisse et brillant et un énorme nez. Pourtant, j'ai encore des cheveux et pas si gros nez que ça, mais quand même, quand je montre ma caricature, tout le monde me reconnaît. Et puis ça te fait réagir. Nous, ça nous permet en fait de mettre des portes d'entrée qui sont assez, les clignotants et les voyants, qui permettent de réagir assez rapidement, de lever la main. Et puis voilà, donc voilà, notre intervention, nous, dans le milieu scolaire, mais aussi beaucoup plus dans l'institution, par rapport à la thématique du harcèlement, on travaille beaucoup en ce moment aussi avec la ville de Lausanne. On a créé un spectacle qui était en pilote test et qui maintenant qui va s'ouvrir à tous les secteurs de la ville. On travaille beaucoup aussi avec le CHU, avec l'établissement hospitalier de la Côte. On a développé un spectacle sur le harcèlement et sur la lutte
contre le harcèlement et puis le sexisme. Donc voilà, c'est des thématiques qui nous préoccupent. Et on fait aussi également des ateliers de théâtre-image qui permettent de mettre en scène, sans parole, mais des situations d'oppression, et de voir comment rien que par l'espace et en déplaçant certaines positions, certaines choses, on peut aussi, une posture aussi, si jamais... Tu veux que je vienne te taper, ça? Un peu la pression. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Enfin, voilà, on a plein d'outils. En fait, on est une boîte à outils psychosociale par le théâtre. Et ce qui est intéressant, et je souligne ça, qui est très important, on doit s'inscrire dans une collaboration avant et après. C'est pour ça que moi je suis très content quand on nous a proposé de venir ici, c'est que c'est encore inscrire le Caméléon avec le PSPS, avec d'autres personnes qui font d'autres choses pour qu'on puisse vraiment, et je reprends les mots qui ont été dit, tirer à la même corde de façon positive. L'enjeu, c'est pas de créer des coupables, c'est de créer un terreau positif. L'idée, c'est qu'il y ait une cohésion entre toutes les personnes qui pourraient s'unir et collaborer pour faire en sorte que ce fléau, par rapport à la thématique du harcèlement, disparaisse. On adorerait. Et puis, nous, quand on intervient, on ouvre le dialogue et on permet un échange. Mais l'idée aussi, c'est de planter une petite graine aussi, et puis de permettre aux élèves mais c'est ce que Madame Dugon mettait, de développer un sens critique, une pensée, de l'empathie, et puis voilà, toutes ces petites choses, c'est ce que nous, on essaye d'apporter pendant 1h30, et puis qu'après, derrière, il y a un phénomène, c'est un peu le battement d'aile du papillon, quelque chose qui... C'est la permaculture du lien social. Voilà, avec tout derrière. Donc on a un catalogue de spectacles sur le site, voilà, et puis vous pouvez à tout moment aussi nous écrire. Moi, mon adresse mail, c'est direction@lecaméléon.ch. Et puis voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Oui. Vous intervenez tous les cycles, c'est plutôt cycle 3? Alors, au niveau des âges, on a des spectacles dès 5 ans, 5-6 ans et jusqu'à... voilà. On a 2 spectacles qui sont autour un jeu spectacle qu'on appelle Émotion, qui gère un peu à quoi servent nos émotions, et un spectacle autour de la violence, qui sont des spectacles qu'on a créés pour être une première marche pour que quand on vient avec du théâtre forum, ils aient déjà compris ces choses-là. Alors, c'est pas toujours utilisé dans ce sens-là, mais c'était l'objet de ces créations-là. Il y a un peu moins d'interaction, c'est-à-dire que les élèves ne vont pas venir sur scène, mais c'est un spectacle où on transmet quelques informations. La figure du Joker, notamment dans ce spectacle, elle est assez particulière, mais l'idée c'est il est là pour faire accoucher les propositions, et dans un étonnement, on va essayer de reformuler les propositions. De renvoyer des questions à la salle aussi. Voilà, ou de poser, s'il y a une question qui émerge, essayer de la mettre en partage. Mais nous, on n'est pas des préventologues, c'est pour ça que moi je cherche à collaborer avec beaucoup d'associations sur ces thématiques. On est vraiment là pour s'emparer d'une question et puis de la mettre en partage, essayer d'ouvrir au maximum le dialogue. Et de montrer aussi à un public, notamment des élèves, que s'ils ont la compétence de trouver des solutions pour des personnages de fiction, qu'ils ont les compétences aussi pour trouver des solutions dans leur réalité. On est vraiment un outil qui sert à ça. C'est pour ça que s'inscrire avec des gens qui ont plus spécifiquement des réponses, parce qu'il y a eu des études, des choses comme ça qui peuvent donner des réponses claires sur certaines questions. Nous, on fait émerger des compétences et du bon sens normalement dans un collectif. Et après, si c'est relayé par différentes façons, que ce soit par les enseignants quand ils retournent en classe ou d'autres, c'est quelque chose qui peut juste donner de la profondeur à ce qui s'est passé pendant l'heure et demie où on passe du temps avec eux. On essaie d'être des catalyseurs en fait, et puis par la suite, je vais être de plus en plus attentif que ça soit pas une intervention qu'on vienne juste clé en main, baguette magique, parce qu'en fait, ça a moins de sens par rapport à... Parfois, on a même été mis dans la liste des spectacles culturels dans certaines communes. C'est des fois malvenu. Une base aussi de la discussion d'aujourd'hui, pour dire sur ce que vous voulez dire, c'est d'avoir des invités que nous avons conviés à cette matinée, tels que les directeurs des services de l'enseignement obligatoire qui nous ont fait la gentillesse
l'honneur d'être présent ce matin. C'est aussi, comme je l'ai dit, le triangle qui existe entre les autorités scolaires, politiques et les parents, et puis de mettre en relation ce triangle qui devient finalement un cercle, puisque l'information circule de part et d'autre. Je pense que ces dernières années, les associations de parents d'élèves étant de plus en plus connues au niveau légal, puisque les grands conseils ont souvent mis dans leur loi scolaire, des partenaires devaient être les parents, et les parents qui se constituent pour être représentés. Les corporations comme les politiques ou comme les directeurs d'école, ils ont une direction. La CESO, qui sont les directeurs des établissements scolaires, ils ont une organisation, ils ont un président. Les enseignants ont leur syndicat, ils ont souvent aussi leurs représentants. Et les seuls qui ne sont pas très fédérés, qui ne sont pas très organisés, c'est souvent les parents d'élèves. Ils partent au combat soit seuls, soit de temps en temps avec une association de parents. Et en fait, ce qu'on essaie de construire, c'est ça. Et je pense que vous avez été l'illustration, c'est que les bonnes pratiques et les échanges de bonnes pratiques, comme on les appelle les collègues, Madame Lugon, elle est directement liée aux autorités politiques, aux autorités scolaires. Mais vous êtes connus des uns et des autres. Mais c'est peut-être aussi en parlant avec Mme Lugon qu'on a eu l'occasion de voir à la télévision ou à la radio, ou d'avoir rencontré parce qu'elle a accepté de participer à un séminaire avec nous. Mais on n'en fait pas, et je pense que ça serait intéressant plus tard dans la discussion d'avoir le point de vue des personnages qui sont là ce matin, M. Stern et M. Marquet, qui ont accepté de venir, et leurs services ont besoin de ces boîtes à outils, mais ils ont elles-mêmes leurs boîtes à outils, de façon à ce que les parents ne soient pas toujours démunis ou qu'on puisse briser ces cercles. Et je vous remercie infiniment pour votre participation. Exactement. S'il vous plaît, parce qu'on approche gentiment de midi, et nous savons que certains participants vont probablement nous quitter. Donc, profitons de la dernière intervention de M. Knobel, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, est le vice-président de cette association qui s'appelle la Juresse. Cette association a pour but de promouvoir une nouvelle forme de la justice, qui se trouve être une justice restaurative. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce concept, et c'est aussi pour ça, dans l'idée de ce qu'on a poursuivi tout à l'heure avec le théâtre Caméléon, avec la compagnie du Caméléon. C'est important parce que les gens sont autonomes les uns des autres. C'est de s'intéresser aussi aux victimes et de voir dans quelle mesure la victime et l'oppresseur peuvent se rencontrer et se parler, peut-être se pardonner. C'est important et je crois qu'il y a certains des témoignages que la Juresse avait. Imaginez juste nous, on a fait ça, on a rencontré ces gens à d'autres occasions, mais surtout les associations, le Caméléon ou le site par exemple de l'État de Vaud, comme Mme Lugon s'est fait la porte-parole ce matin. Ils ont des sites internet, elle a même donné les références. On est allé voir, et vous pouvez des fois naviguer, vous allez voir sur le site des vacances de l'été prochain, chez Gilles Molly, le catalogue. Vous pouvez aussi aller voir le Caméléon et puis éventuellement la Juresse. Il y a des témoignages, il y a des liens de conférences ou d'interviews qu'ils ont donnés les uns les autres. Il y a eu parfois aussi des émissions de télévision qui sont mises en lien. Et c'est comme ça que moi j'ai rencontré M. Knobel la première fois, c'est par vidéo. J'ai lu et j'ai écouté sa cloche. J'ai vu Mme Lugon à la télévision lors de son interview au 12h45, puis ensuite l'interview qu'elle a donnée le matin à On en parle, dont elle a fait référence tout à l'heure. Et je peux vous dire qu'on était dans le juste en se disant on va mettre ce programme sur pied aujourd'hui. Et les interventions de l'organisation, c'est toujours pour montrer l'importance de cette fêtière romande et tessinoise. C'est que M. Knobel est venu par la liaison qu'il avait avec Isabelle Colliat, tout corrige si je dis des fois des bêtises. Et puis, Mme Lugon avec Marie-Pierre, dans le cadre des interventions qui se font dans le canton de Vaud. Et puis, le Caméléon, c'est naturellement venu aussi par les intervenants que Tristan Motel, avec lequel Tristan intervient. C'est vous montrer que les bonnes pratiques qui sont faites dans les cantons, on essaie de les mettre ensemble et de les partager avec nos partenaires. Alors, M. Knobel, je vous cède la place. Merci beaucoup. Merci. Alors, harcèlement, tolérance zéro. Moi, je me réjouis ce matin d'apprendre tout ce qui se fait. Cette approche MPP que je ne connaissais pas, malheureusement. Moi, je ne suis pas issu et puis je ne suis pas un spécialiste du milieu scolaire, donc je découvre. Puis je suis très heureux de découvrir aussi l'approche Caméléon. Je trouve magnifique. C'est des outils qui sont top. Et aujourd'hui, à un moment donné, je me suis demandé, mais est-ce que je peux amener quelque chose? Puis je pense que oui. Je peux amener encore quelque chose. Alors ça, c'est réjouissant, sinon on pourrait passer directement
à la table ronde, mais je vais quand même encore vous demander un peu de courage et puis de voir si éventuellement ça peut être complémentaire ce que je crois. Donc pourquoi je suis là? C'est parce qu'effectivement Isabelle a vu un témoignage, vous pouvez trouver sur le site de la Fontanelle, si jamais, la fontanelle.ch, c'est une institution qui accueille et qui essaye d'éduquer les enfants en rupture. Et puis dans ce cadre-là, ils ont fait une conférence sur la justice restaurative et j'ai eu le privilège de pouvoir, dans le cadre de cette conférence, faire monter sur scène une victime et un auteur. Et c'était pas du chichi, hein, c'était vraiment une dame qui s'est fait une infirmière qui s'est fait braquer avec un pistolet sur la tempe pour lui voler son sac. Et grâce à la médiation pénale, il y a eu une totale réconciliation et ces deux personnes se retrouvent moins de 2 ans après sur la même scène à parler de l'affaire. Vous vous rendez compte? Et donc je suis là parce que je suis médiateur pénal pour le tribunal des mineurs du canton de Vaud depuis une quinzaine d'années. C'est en 2007 que le législateur a eu la brillante idée, d'après moi et d'après aussi maintenant nombre de victimes et d'auteurs, de permettre, d'offrir la possibilité aux juges et donc aux parties de régler leurs différends pénals par le biais de la médiation. Ça veut dire que vous pouvez avoir des cas extrêmement graves qui vont justement du braquage en passant par la bagarre dans la très haute école. Maintenant, il les traite beaucoup plus entre les juges et maintenant, mais à l'époque, au début, c'était ça. Ça va jusqu'au cas de contraintes sexuelles, des actes d'ordre sexuel, etc. C'est vraiment des situations extrêmement graves qui peuvent être déléguées en médiation à des médiateurs pénaux assermentés qui sont partenaires du tribunal mais qui travaillent en indépendant du tribunal. Et si les parties, à l'issue de la médiation pénale, trouvent un accord, donc comme elles sont la plupart du temps mineures, elles font signer ça à leurs représentants légaux, le juge doit classer l'affaire. C'est pas qu'il peut, il doit classer l'affaire. Donc l'accord de médiation fait office de jugement. Donc c'est ce qu'on appelle la justice restaurative. Ça veut dire que c'est une justice transversale. On n'est plus dans une justice verticale où c'est le juge qui décide de la sanction ou non, qui fait tout, qui a tout sur ses épaules pour décider si la personne impliquée, l'auteur présumé, est coupable, et si elle est coupable, de quelle peine elle mérite. Et vous savez que dans le droit pénal des mineurs, ça commence par un principe où tout doit être fait dans l'intérêt de l'enfant. Donc ça, c'est vraiment l'esprit même de la justice restaurative qui a pour objectif de favoriser toujours l'intérêt de la personne avant l'intérêt de la loi. Le problème, disons, la limitation du droit pénal ou de la justice traditionnelle, c'est qu'elle vise d'abord, en premier, le respect de la loi. C'est la loi qui doit assurer la sécurité de la collectivité. Et dès que la loi est transgressée, il doit y avoir une réponse à cette transgression parce qu'on veut assurer la sécurité collective. Donc c'est exactement la même chose avec un règlement d'école. Le règlement est fait pour assurer un bien-être, comme il a été très bien dit dans votre présentation, madame, c'est que l'enfant a le droit à une éducation scolaire, intellectuelle, de manière sereine. Et donc, le règlement est là pour que les enfants puissent apprendre sereinement et vivre ensemble de manière sécurisée. Alors ça, c'est comme vous disiez un peu comme vous disiez ça, l'image magique ou la pensée magique. C'est la pensée magique. On crée des règlements et c'est absolument indispensable. Il n'y a absolument pas question des règlements, le cadre. Le cadre pénal ou réglementaire est absolument indispensable, mais il ne suffit pas, sinon ça serait peut-être même pas la stratégie. Donc c'est clair que quand harcèlement, tolérance zéro, oui, alors c'est absolument pour moi une évidence. Le harcèlement, c'est vraiment une souffrance, c'est vraiment quelque chose qui peut provoquer des traumatismes importants. Et enfin, je ne vais pas revenir là-dessus, mais disons, effectivement, il faut viser à réduire au maximum ces cas de harcèlement. C'est pour ça que je me réjouis de ce qui est fait. Et alors pourquoi maintenant, en quoi la justice restaurative, que je vais parler maintenant plutôt de médiation restaurative, peut amener un plus? Parce que, au bout du compte, quand on a fait toutes les mesures de prévention, quand on a informé, etc., on se rend compte qu'il y a quand même toujours des cas de harcèlement.
comme dans la loi, comme dans toute infraction. Vous avez beau faire de la prévention routière, il y aura toujours des gens qui vont rouler plus vite que la moyenne, qui se feront attraper. Donc il y a toujours des infractions, et quoi faire avec ces infractions? Alors la médiation, justement, pour dire quand même qu'il y a des situations sur le plan pénal qui sont vraiment extrêmement graves et qu'on peut tout à fait envisager de mettre une victime et un auteur en confrontation. Alors bien entendu, il y a des exigences, il y a des règles, on ne fait pas ça n'importe comment. Alors qui peut faire ça? Comment le faire? C'est peut-être toute la question. Mais il y a plusieurs défis. Hein. Vous avez parlé d'omerta. Vous avez parlé, Madame Lugor, de faire toujours avec les élèves. Et justement, si on fait une médiation restaurative, donc le restauratif, c'est ça, prenez-le simplement comme un mot, de restaurer la dignité des personnes, restaurer ce qui a été abîmé par l'infraction. Chaque infraction, chaque infraction, ou bien disons conflit, ou bien telles que des situations que des harcèlements, crée du dommage relationnel, du dommage affectif, du dommage psychologique, en termes d'image de soi. Et au lieu de forcément penser à punir, eh bien, il faut plutôt, ça c'est mon a priori et je le partage, c'est de restaurer. Hein. Et donc, pour briser l'omerta, hein, une des possibilités, c'est que les élèves y trouvent un avantage. Il faut qu'ils aient un avantage à faire la démarche. Parce qu'une médiation, je peux vous assurer que ce n'est pas évident. Hein. Ce n'est pas une pratique tout à fait comme ça facile à faire. Donc j'ai mis ces deux chaises. Vous avez parlé aussi de briser l'effet de groupe. Briser l'effet de groupe, c'est demander à la victime, c'est avec qui que tu aimerais régler l'histoire. Tu penses c'est qui est le principal instigateur? La victime va très bien savoir, là, peut-être les deux personnes qui sont vraiment les nourricières de la détérioration du climat. Ce que je trouve, ce que j'ai réalisé maintenant dans ces 15 années de pratique, c'est la plupart du temps avec des adolescents, aussi que des adultes, hein, parce que quand une affaire, quand les faits ont eu lieu pendant l'enfance, ben ça va le tribunal des mineurs et puis on a pu gérer des situations avec des adultes bien des années après. Eh bien, le gros avantage, c'est que, alors bien sûr, elle donne la parole à l'opprimé. L'opprimé, tout d'un coup, peut reprendre une place égalitaire, et donc pour briser ce côté déséquilibré, ce côté emprise, eh bien, avec l'aide de professionnels spécialisés dans le domaine, eh bien, la victime peut se retrouver sur le même niveau que l'auteur. Mais c'est une méthode qui permet aussi à l'auteur de sortir de ce, moi j'appelle ça une boucle, une espèce de boucle systémique, un cercle non vertueux, parce qu'il s'agit beaucoup de systèmes relationnels. En fait, souvent, et vous l'avez aussi mentionné, soit les jeunes ne veulent pas intervenir parce qu'elles sont bien dans leur posture relationnelle dans le groupe, elles disent « Ouh là là, si je commence à dire quelque chose, je risque de perdre ma posture, puis c'est sur moi que ça va tomber. » Et j'ai pas eu beaucoup de situations d'harcèlement. Oui, alors harcèlement sexuel, ça on en a malheureusement beaucoup. Mais par contre, des harcèlements scolaires, ou comment vous avez dit ça, des intimidations et harcèlement entre les jeunes, ce qui je trouve excellent effectivement comme précision, parce que c'est pas le milieu scolaire n'est pas le seul milieu malheureusement à vivre ça. Et donc, la situation que j'avais, c'était vraiment deux élèves qui avaient été amenés au tribunal pour une autre situation, et qui tout d'un coup, en creusant en médiation, on se rend compte qu'il y avait toute une forme d'harcèlement dans la classe. Et un des deux élèves, donc ils étaient les deux à régler leur compte, et un des deux a dit « Oui, mais moi c'était moi qui étais harcelé avant. » Puis j'ai dit « Ah bon, puis comment ça s'est passé ?» Ah ben alors après j'ai commencé à harceler lui, comme ça c'était plus moi. C'est souvent ce jeu relationnel pour trouver sa place dans le groupe parmi les pairs, j'harcèle l'autre, ou je dis rien, ou je fais partie des harceleurs pour que ça soit pas moi.
qui se fasse harceler. Et donc, en fait, c'est la culture relationnelle qui est à changer. Là, moi, je me réjouis d'entendre qu'il y a qui peuvent parler d'empathie, de respect. Je sais qu'en Finlande, il y a des cours sur l'empathie. Et ça, je pense que c'est vraiment la base. C'est que là, il y a un travail à faire sur les élèves pour le vivre ensemble. Moi, c'est pas mon domaine, mais c'est pour ça que je me permets de le dire. Je fais peut-être plus librement, mais moi, je suis vraiment pour diminuer certains cours et puis vraiment augmenter d'autres cours sur le vivre ensemble, et que l'école prenne sa part encore plus grande d'apprendre à la socialisation. Parce que l'école, c'est un lieu, si c'est pas là, le lieu, mais ouais, un lieu, mais c'est le lieu par excellence de l'apprentissage du vivre ensemble, de la société, de la future société. Donc, moi j'habite à Villars-sur-Olon. À force que le collège se développe, je me retrouve au milieu d'un campus anglais, c'est l'Aiglon Collège. Eh bien, alors, même s'il me dérange quand même, parce qu'à force de se retrouver au milieu de cette culture, mais n'empêche que je dois avouer et leur donner reconnaître cette qualité. Alors, ils ont une présence éducative extraordinaire au niveau des élèves. Hein. Et l'uniforme, même s'il n'est pas obligatoire tout le temps, ils doivent le mettre de temps en temps. Tous les lundis matin, il y a une réunion. Vous êtes là pour apprendre à vivre ensemble. Ça se fait, ça se fait pas. Nous, si on se plaint en tant que voisin, mais tout de suite, il y a une réponse. Et puis, on a même une fois eu, c'était 3 petits Chinois là, qui s'étaient laissés aller faire de la musique trop forte. Après, tout le monde était couché à la maison, il était encore 11h du soir, de la musique, etc. Le lendemain matin, au téléphone, les 3 petits Chinois, 2 heures après, ils étaient devant la porte. Oh, we are sorry, we are sorry. On va plus, we are not doing it again. Donc, voilà. Bref, je ne veux pas m'égarer. L'outil que moi je propose, c'est que c'est la médiation. Alors voilà, je sais que ça provoque des craintes et des soucis, mais quand et là je pense qu'il y a une collaboration justement à faire. C'est que quand le MPP a fait tout son travail, que toute la communication a été faite et puis que ça n'arrête pas, eh bien, il faut encore quelque chose en plus. Il faut quelque chose de concret en plus. Si tout le travail, si tout ce qui a été fait a permis de baisser, de rééquilibrer les relations, et puis que c'est génial, c'est top, magnifique, tant mieux. Mais quand ça ne s'arrête pas, eh bien, c'est de mettre quelque chose en place. Alors moi, je propose un modèle sur le modèle pour l'école, sur le même modèle que le type PLL. Ça veut dire qu'on va dire aux élèves, si vous acceptez la médiation, si vous trouvez un accord, et que le harcèlement s'arrête, il n'y a pas de sanction. Vous aurez fait, c'est la réponse éducative ou la réponse sociale, c'est ce que vous aurez fait, c'est la médiation. Comme ça se passe, imaginez, donc, nous sommes dans une société où des jeunes de 17 ans peuvent faire vraiment, donc ce jeune-là sur le site de la Fontanelle, il braque cette infirmière-là pour lui voler son sac. Eh bien, il n'a pas eu de condamnation. Alors, c'était très flagrant, c'est un témoignage qui est extraordinaire pour ça, parce qu'ils étaient 2. Il y en a un qui avait juste pas 18 ans, puis l'autre qui était au-dessus de 18 ans. Alors, celui qui était au-dessus de 18 ans, il était en prison. La dame, la victime a été au procès, on ne lui a pas donné la parole, c'est les avocats qui ont parlé, elle n'a rien pu dire, elle n'a pas pu s'entretenir avec le jeune, elle a été juste... Tout a été exagéré, elle en parlait même, hein, je reprends son témoignage. Elle dit c'est un théâtre, on m'a victimisé à mort, on l'a culpabilisé à mort, c'est un vilain garçon, etc., etc., et pauvre prison. Voilà. Et l'autre, qui a quelques mois de différence, hein, eh bien l'autre, on lui a donné l'autorisation de confronter la victime. Bon, la victime était vraiment magnifique dans sa capacité à se positionner, parce qu'elle a tout à fait compris le système. Et elle l'a confronté. C'est là que je vous dis que quand on est en médiation, on demande aux jeunes, mais c'était facile, c'était comment la médiation? C'était facile. Elle dit non, on le retrouvait en face, on m'expliquer, il transpirait à grosses gouttes, et puis c'était vraiment, il était honteux, il a vraiment passé par un moment difficile. Et elle ne l'a pas lâché, Et au final, la sanction, il a dû rembourser 600 francs pour son sac, parce qu'elle a dû refaire ses cartes, son portable, etc. Il s'est excusé. L'endroit où elle travaillait, l'unité dans laquelle elle travaillait était traumatisée.
C'était à la sortie de l'hôpital qu'elle s'est fait braquer. Donc elle lui a demandé de venir s'excuser devant ses collègues. Donc le jeune est venu devant les collègues dire non mais je ne sais pas ce qui m'est arrivé, je me suis laissé entraîner, j'étais fou, mais ne vous inquiétez pas, ça ne va pas s'en reproduire. Donc il a eu le courage, cette force de sortir de ce statut de vilain garçon d'auteur pour dire tout d'un coup assumer cette responsabilité. Puis en plus on lui a dit ouais mais ok, bah, tout ça c'est super, moi il me manque encore quelque chose, tu as quand même fait ça pour l'argent, puis tu vas piquer mon sein. Et puis le jeune homme il dit ouais parce que c'est bref, je vous passe les détails. Et puis elle dit bon alors tu es en apprentissage, tu es au milieu, il te reste 18 mois, on va bloquer un compte en banque ensemble et tu mets 100 francs sur ce compte tous les mois. Ouais alors, c'est comme ça. Alors bon d'accord, lui était tout content parce qu'au final, en signant l'accord de médiation, ben, il échappe à la sanction pénale. Hein, le dossier est classé, je me rappelle. Donc, c'est la même chose pour l'élève. Les élèves seront d'accord de faire plein de démarches si on leur assure que ça s'arrête là après. Pour autant qu'il y ait un terme à l'harcèlement. Puis mettre un terme au harcèlement, franchement, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Qu'est-ce qu'on peut espérer de mieux? Ça s'arrête, il faut que ça s'arrête. Donc, il met l'argent sur ce compte, puis ils conviennent qu'une année et demie, moi je dois reprendre contact avec les deux, puis dire, elle voulait vérifier où il en était, s'il avait fini son apprentissage, s'il n'avait pas recommencé à faire des conneries, etc. Moi je reprends contact une année et demie après, je lui demande la preuve des versements, il me met 1800 francs sur le compte, magnifique, c'est fait. On fait une nouvelle rencontre, et puis la dame lui dit bon, comment ça va? Il dit j'ai arrêté mon apprentissage, j'ai pris avec le patron, mais je travaille, j'ai pas fait de conneries, tout va bien dans ma vie, j'ai compris, c'était un dérapage, etc. Bon, elle lui dit bon, ok, alors, écoute, tu peux reprendre ça, je te laisse. Et puis il lui dit non, je le veux pas. Et c'est du véridique, hein, c'est du vécu. Il dit non, je le veux pas. Alors ils ont convenu de donner l'association. Je n'avais pas connaissance de la FAPERT, sinon. Non, ça aurait été de la collusion. La prochaine fois. Voilà. Peut-être encore préciser, en termes de conclusion, que comment pratiquer des médiations. C'est vrai que c'est pas n'importe comment. Et là, moi, je plaiderais pour créer un pool de médiateurs indépendants de l'école, qui soit, comme les médiateurs pénaux, les juges ont une liste de médiateurs pénaux qui ont été reconnus, assermentés, puis ils peuvent faire appel. Ils font appel à cette liste. Et puis, alors quand ils ont l'habitude de travailler, ça serait peut-être la même chose après qu'une école. Quand l'école a l'habitude de travailler avec un ou une ou deux, trois médiateurs, médiatrices, ils font appel à ces gens. Parce qu'il faut une indépendance complète pour garantir la confidentialité puis la non-sanction. Et les médiateurs, nous, par exemple, les médiateurs pénaux, nous sommes tenus à une confidentialité absolue et nous ne pouvons pas transmettre quoi que ce soit aux juges. Si les juges veulent dire « ouais, mais quand même, il était coupable, pas coupable, ça s'est passé là », ils lâchent l'affaire. Et donc ça impliquerait aussi de la part du système scolaire, donc de la direction, de lâcher l'affaire, de dire non, on remet ça aux enseignants. S'il y a accord et il y a un effet positif, on laisse tomber. S'il n'y a pas, l'école reprend et puis à ce moment-là peut apporter des sanctions ou etc. Vous dites qu'il n'y a pas la justice ça n'a rien à voir à faire dans le pré-scolaire. Oui, c'est vrai. Ça devrait être traité vraiment en priorité, mais à un moment donné, pourquoi pas? Ça nous permettait de rebondir avec ce qui s'est dit ce matin. Je crois que M. Knobel a clairement montré qu'il existait une autre possibilité. Et la proposition qu'il fait, je pense que c'est l'occasion d'ouvrir le débat de manière plus globale avec l'Assemblée ici constituée. Les médiateurs, Mme Lugon l'a dit tout à l'heure, ils existent déjà dans la boîte à outils de l'école, mais comme vous le dites, ils sont liés avec le corps enseignant, avec l'institution. Donc votre idée d'avoir un corps de médiateurs, disons, sur lequel on peut pêcher, qui serait indépendant, voire même autonome, c'est peut-être une piste à suivre. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est peut-être aussi donner la parole à nos invités institutionnels, qui sont les services de l'enseignement obligatoire. Parce que comme on l'a dit, c'est des échanges de bonnes pratiques. Et ce matin, on a entendu le point de vue de Mme Lugon, qui est représentée le département important du département. M. Knobel
travaille aussi dans le cadre du tribunal de la justice vaudoise. Et puis, le caméléon, ben, c'est peut-être la seule troupe qui peut un peu partir dans tous les coins, ils le font. Mais qu'en est-il dans les différents cantons? Et peut-être que là, il y a un petit point de situation des directeurs des services d'enseignement obligatoire, parce que c'est quand même eux qui pilotent l'allocation des ressources dans les écoles et dans les services scolaires. Je ne sais pas, M. Becher.